Bienvenue, mesdames, messieurs, le Zénith sur Equinox. Une nouvelle semaine au lendemain de la tenue du tout premier FODIAS. Voilà, le sommet sur la diaspora camerounaise est donc achevé avec vendredi dernier au Palais des Congrès sur les collines de Kolniada Yaoundé de simples recommandations, aucune réalisation concrète en termes de projets à implémenter immédiatement. On a donc perdu du temps. Bon, heureusement, on nous renseigne que tout ce beau monde est venu à leurs propres frais. Ils ont eux-mêmes acheté leur billet d'avion, donc ils peuvent repartir comme ça, sans avoir réussi à déverrouiller la moindre des choses qui les empêchent de bel et bien investir, de réaliser des projets au Cameroun. Le Cameroun avec son volet de promesses pompeuses vendredi dernier, toujours de la part du SGPR, un communiqué pour dire merci au FMI. Merci de nous avoir permis à nouveau de rentrer dans un nouveau plan d'ajustement structurel. Sauf que dans ce communiqué-là, Ferdinand Gongo donne le sentiment qu'il s'agit de ce qu'ils appellent seulement le double choc pétrolier et sécuritaire. Donc c'est en raison de la guerre contre Boko Haram et aussi, on va dire, les recettes pétrolières qui ont chuté. Toutes ces raisons-là, semble-t-il, nous ont permis de rentrer à nouveau au FMI. Rien n'a été dit sur les recettes importantes et le gaspillage de l'argent public aujourd'hui au niveau du train de vie de l'État. Voilà ce qui meuble le début de cette autre édition du Zénith avec tout le panel. Bonjour, bienvenue à vous, Charles Armel. Bonjour Sam Severango et bonjour au docteur Fritz Ntonen. Et nous voici repartis dans un bis repetita. La pluie est arrivée et les inondations ont repris. Les drains se portent bien. D'ailleurs, ils sont même encore en chantier. Félicitations à vous. Voilà, et on en profite pour souhaiter bonnes vacances à tous ceux-là qui en profitent quand même, parce que quand on se réveille sous la pluie, ça permet de rester plus longtemps sous la couette. Bienvenue, bonjour à vous. Ce n'est pas votre cas, mais Guy Dombou Mapoko, bonjour. Bonjour Sam, ouais, c'est pas notre cas, c'est pas notre cas à vous et à moi. Hein. Voilà, on a été debout depuis le petit matin déjà. Et bonjour à tous nos téléspectateurs. Je leur souhaite un bon début de semaine et surtout des réactions très nombreuses sur notre page Facebook et bien évidemment sur le numéro de téléphone du SMS. Tout à l'heure, donc, on vous retrouve pour la revue des réseaux sociaux avec beaucoup de choses qui s'y sont déroulées au cours des dernières 72 heures. Bon, Bengan, bonjour. Bonjour Sam, je reprends là les propos de Macron hier. Si on ne se sent pas heureux dans la zone franc, on la quitte et on peut battre sa monnaie, comme la Mauritanie et Madagascar. Mais si on y reste, il faut arrêter les déclarations démagogiques. C'est ça, Macron hier à Bamako. Tout à fait. À l'occasion de ce qu'on a appelé le G5 Sahel, hein, il est venu porter la promesse d'un financement de quelques 8 millions d'euros à l'ensemble des chefs d'État, les 5 au total, réunis autour d'Ibrahim Boubacar Keïta, Idriss Déby, parce que le Tchad est concerné également dans cette opération. On a vu un Macron quand même assez flamboyant, comme à son habitude, hein, tout jeune, à peine 40 ans, au milieu de tous ces grabataires présidents africains. Voilà l'une des leçons également qu'on peut tirer. On va accueillir Tendance, mais je dois vous rappeler que tout à l'heure, nous allons, dans le cadre de notre invité, recevoir quelqu'un qui viendra nous parler de consommation. Nous sommes lundi et il y a beaucoup de choses à partager avec vous sur ces entrefaites. Voici l'histoire du jour et on lui souhaite bon début de semaine. Tendance, bonjour. Bonjour Sam, je vais encore dire bonjour à tous les bangoulabs qui me regardent ce matin. Il y a un homme bangoulab qui veut tuer sa femme. Pas tu es que, je tire sur toi, tu parles, non. C'est que le type là, il se reconnaît. Papa Bangoula, je ne prononce pas ton nom, mais tu te reconnais. Tu as 3 enfants avec ton épouse. Sauf que depuis ces derniers temps, elle est traumatisée par toi. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Parce qu'elle m'a dit que, coûte que coûte, elle va faire ce que son cœur lui demande. Car alors, si ton avis ne compte plus. Ah, mais Guy, oui. Quand on est marié, on est plus en sécurité, maman. Ah oui? Et comment ça? Parce que, à la rentrée, elle a dit à son mari que, mais pardon, il faut que pendant les vacances, j'envoie tous les 3 enfants à maman à Lou. Il était plus d'accord. Mais à la dernière minute, bon monsieur a changé d'avis. Elle a dit, elle a supplié son mari pendant la période de classe que papa, pardon. Les 3, si maman les attend pendant les vacances, je fais comment? Il a dit, je vais voir. Tu as dit que tu vas voir, mais tu n'as pas vu. Maintenant, tu vas revoir. Sauf que depuis le jour, il tourne. La femme dit, les enfants font comment? Il fait comme s'il était assis sur ses oreilles. Hier, donc, depuis samedi, madame a fait les achats, acheté le sac de riz, les tines d'huile pour envoyer les enfants au village. C'est où monsieur s'élève pour dire que
Mes enfants ne partent pas en vacances et personne ne vient en vacances chez moi. J'ai dit. Elle me dit qu'elle a même flatté son mari, que bébé, pardon. Comme les enfants partent en vacances, c'est l'occasion pour moi de me reposer aussi. Il a dit, no bouging. C'est en anglais, que personne ne bouge. Donc, elle est là, elle ne sait pas si elle va aller laisser les enfants à l'insu de son mari ou pas. Parce qu'elle me dit qu'ils ont d'abord mis des prises de bec en bon français. Donc, ils se sont chamaillés. Elle a dit à son mari que comme tu peux au travail lundi, dis ce mot au revoir à tes enfants parce que le soir, tu ne vas pas les trouver. Donc, je lui ai dit que, ma chérie, comme tu me dis, ne parle pas de moi. Cher téléspectateur, elle a besoin de vos conseils pour progresser dans son foyer. Monsieur ne veut pas que les enfants partent en vacances. Elle aussi, elle veut que les enfants partent en vacances parce qu'elle veut se libérer. D'un côté aussi, elle dit qu'elle ne peut pas manquer le respect à sa mère jusqu'à ce niveau. Monsieur dit, quand je parle, mes ordres ne se discutent pas. Elle ne sait pas si elle a fait un mari dictateur. Très bien. Alors, Mehdi, encore une fois, la problématique liée aux vacances. Pourquoi ça suscite-t-il tant d'intérêt quand même de la part des familles de nos jours? Je sais pas, peut-être pour la femme, elle a évoqué la raison de vouloir se reposer un peu, c'est-à-dire souffler un peu. On sait que ça peut être éprouvant quand même, hein, toute une année scolaire entre préparer les enfants le matin pour l'école, faire à manger, les entretenir à leur retour d'école et tout le tralala. Mais bon, maintenant on a le refus de son mari en face qui peut-être est motivé par une raison légitime ou pas. Il faudrait peut-être ici préconiser le dialogue, savoir pourquoi est-ce que le mari justement refuse que les enfants aillent en vacances, ce qui n'est pas à mon avis une raison suffisante pour créer une véritable crise dans le couple quand même. Si les enfants, le monsieur dit que mes enfants n'iront pas en vacances et que je n'en recevrai pas, il doit avoir des raisons et que la femme, voilà, au lieu d'en faire tout un plat, elle doit pouvoir comprendre pourquoi son mari refuse et puis même si les enfants doivent aller chez sa mère, pouvoir expliquer à sa mère que écoute, tu vas peut-être nous excuser mais voilà les raisons qui... si elles sont légitimes et puis le problème peut être... Charles Armel, donc entre l'homme et la femme, doit-il y avoir de la discorde sur le bien fondé ou non d'envoyer les enfants en vacances? Alors, disons, Sam Sévérin, que ce n'est pas une discorde permanente, c'est une discorde ponctuelle. Et ponctuelle sur un sujet précis, la question des vacances. Au départ, il était d'accord que ses enfants aillent en congé. Non, au départ, il a dit, oui, ils vont aller passer chez la maman. Il a dit, vous allez aller passer. Peu de temps après, plus l'heure s'approchait, elle a reposé, il a dit, on va voir. Moi, je m'arrête au dernier point. Mes enfants ne vont nulle part et personne ne vient chez moi. Est-ce que la femme a voulu jouer une balance? Parce qu'on sait, les femmes sont techniques, stratégiques à ce niveau. Est-ce qu'elle a voulu envoyer ses enfants chez sa maman, récupérer les enfants de sa sœur ou récupérer les enfants de ses cousines pour essayer de balancer? Et l'homme ayant découvert cela a dit, ok, puisqu'il en est ainsi, je préfère mettre la croix, mes enfants ne vont nulle part. Ça peut être aussi que l'homme a évalué les coûts, c'est-à-dire envoyer les enfants chez la maman implique que les enfants doivent être dans un environnement assez serein, c'est-à-dire confortable. Est-ce qu'il y a le téléviseur là-bas? Non. En envoyant les enfants, il faut envoyer le téléviseur. Est-ce qu'il y a à manger? Non, il faut envoyer de l'argent. Est-ce que je ne vais pas un peu plus dépenser qu'à l'habitude, qu'en conservant mes enfants? L'homme peut avoir joué ses calculs en disant que d'envoyer mes enfants, ici par mois, il me coûte 50 000, ça reste stable, mieux il reste ici que d'aller en vacances. Donc je pense que l'homme à ce niveau, il a pesé, il a sous-pesé, et la décision d'un homme est pratiquement irrévocable puisqu'il a dit avec l'absolu. Il ne bouge pas, donc il ne bouge pas. Sauf que pour le cas de l'histoire en Kombombok Bengal, la voix de la femme semble être prépondérante ici parce qu'elle estime que forcément les enfants partiront. Oui, c'est là où on risque d'avoir crise, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais en cas de nid, et la femme devrait se plier aux exigences de son mari, même si pour le moment elle ne paraît pas, ces exigences ne semblent pas justifiées, mais elle doit se plier puisque selon elle, elle tient à l'harmonie du couple. Tenir à l'harmonie du couple veut dire d'abord qu'on met un bémol sur sa décision qu'elle n'envoie pas ses enfants. Mais elle a déjà fait ses achats, soit peut-être pour faire pression à son époux. Mais ici, l'époux ne cède pas. Moi, à sa place, je ne céderai pas.
Voilà. L'époux qui est le chef de famille, la femme doit d'abord se plier. Très bien. Mais voilà, je veux renchérir au propos de Mbombo, disons que nonobstant le fait que l'homme soit le chef de la famille, je crois qu'ici, ce qui crée le malaise, c'est le fait qu'ils disent que les enfants ne vont nulle part et je ne reçois personne chez moi, sans en donner les véritables raisons. Parce que pour toute chose quand même, quand on parle de dialogue, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément que vous rendez compte, tu vois, mais tu dis, écoute, je ne voudrais pas que les enfants aillent en congé et tu donnes des raisons pour que l'autre ne se sente pas frustré. Parce que dire que non, les enfants ne vont pas et tu restes catégorique sans en donner les raisons, je crois que c'est ça qui crée le malaise dans cette histoire. Il aurait pu faciliter les choses en disant non, les enfants ne vont pas en congé parce que peut-être ici on a besoin peut-être de main d'œuvre pour d'une aide pardon pour les vacances. Peut-être que les parents sont déjà très fatigués. Je ne voudrais pas que les enfants aillent plus les épuiser. Peut-être il peut donner beaucoup de choses. Quand tu envoies les enfants en vacances chez les parents, il faut peut-être envoyer aussi de l'argent aux parents. Tu ne vas pas les envoyer les mains vides. Peut-être qu'il n'est pas encore prêt financièrement pour ça. Il peut expliquer à son épouse tout calmement et puis la situation aurait pu être... et moi je pense à votre suite qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas la possibilité de remplir toutes les conditionnalités pour que les enfants puissent bénéficier de bonnes vacances, il vaut mieux les garder là où elles sont, là où ils sont, si vous voulez, parce que sous votre responsabilité, toujours, les enfants peuvent passer de bonnes vacances. Il y a beaucoup de programmes, par exemple des études bibliques, même des cours de vacances pour des enfants qui n'ont pas eu de très bons résultats durant l'année scolaire. Donc pour moi, ce n'est plus comme du temps de notre époque où c'était automatique que vous rentrez au village lorsque vous avez été... là, ça dénote juste peut-être des rapports un peu conflictuels entre ce mari et puis sa belle famille. Oui, on sort par vous tendance. Oui, ça, non, là, dans ce cas, c'est qu'il y aura crise. Il y aura seulement crise parce que je ne peux pas te dire au départ que, pardon, les vacances, les enfants vont aller chez ma mère, tu dis, tu vas voir. Je prends mon temps d'appeler ma mère. Je fais les achats, après tu me dis mes enfants ne bougent pas. Ça veut dire que tu as insulté ma mère. Je suis obligée de dire à ma mère pourquoi les enfants ne viennent pas. Alors les enfants appartiennent à qui? À nous deux. Parce que quand ma mère va attendre les enfants ne vont pas arriver. Elle va te dire que ton mari et toi vous vous êtes moqué d'elle. Comme tu es un homme qui aime les problèmes, la famille va aussi être divisée. Non, prioritairement, je crois que les enfants appartiennent aux géniteurs. Nous deux, c'est-à-dire que non, vous deux, mais la dernière décision, c'est le géniteur. Donc, je ne refuse pas ça. Parce que maman aussi, de son côté, va attendre les enfants fatigués. Il faut aussi dire à maman que les enfants ne viennent pas parce que papa a refusé. Elle va aussi savoir pourquoi les enfants ne viennent pas, parce qu'elle s'est préparée. Et c'est sûr qu'il a de bonnes raisons. Oui, c'est déjà... Je vais dire que non, la mère aussi doit aussi bien prendre. La mère va dire que, ok, comme je ne veux pas alors bien prendre soin de vos enfants, raison pour laquelle on me refuse les enfants. Mieux tu me dis que tu ne veux rien du début jusqu'à la fin. Pas de dire on va voir, après tu changes d'avis. C'est compris. Alors on va voir s'il y a un ou deux téléspectateurs qui réagissent sur ce sujet-là. Il y a des réactions. Donc la première, dans un couple, la dictature ne fait pas la loi. Que cette femme trouve une bonne stratégie pour mieux aborder son époux, car seule elle connaît comment se prendre face à une situation de discorde. C'est Osni Fogué depuis Lokbaba. Très bien, bien dit. Donc voilà un autre message qui nous dit, elle envoie même les enfants pour les vacances. Moi-même pour une nuit, mon mari refuse que mes enfants aillent chez nous. Voilà, donc ça suppose que c'est un problème qui est bien connu dans la plupart de nos contrées aujourd'hui et on va reparler de ça sans doute en deuxième partie de ce programme qui se poursuit à l'instant avec la prochaine articulation. Voici la colère de Charles Armel aujourd'hui qui s'attarde sur les différentes plaies, 15 au total, du Cameroun. Je m'interroge ce jour sur les multiples plaies du Cameroun. Parce que le Cameroun a des plaies comme l'Égypte. Des plaies qui ne souhaitent ni cicatriser, ni être même pensées. Premier plaie, longévité des caïds et pontes du régime. De 1978 à aujourd'hui, c'est les mêmes. On enlève à gauche, on replace à droite. On enlève devant, on replace derrière. On joue ainsi de haut en bas. On s'en fout. Deuxième plaie, cumul des fonctions dans les hautes sphères de l'État. PCA. Allez voir au ministère de l'élevage et des pêches. Le docteur Taïga, lui seul,
un PCA de plusieurs entreprises. Luc Séraphin Magloire, oui, lui aussi, il est plein. Il est bien enfoncé comme PCA. Les directeurs, on n'en compte plus. Président de commission, Sénat, ils sont nombreux, cumul de fonctions. Dans les hôpitaux, troisième plein, système archaïque et obsolète, absence de spécialistes, mauvaise répartition des médecins, mauvaise répartition du personnel, importation de presque tous les produits basiques, menace constante de débrayage. Quatrième plein, détournement massif de fonds, des projets stériles, surfacturation. Un seul bic coûte à lui seul 1000 francs, alors qu'on vend sur le marché 300 francs comme bic. Cinquième point, gestion abusive des marchés publics, qui a impliqué l'abandon et pratiquement l'arrêt de presque tous les chantiers dits structurants. Faites un tour Omnisport, dépendant d'Omnisport, vous allez voir le palais des sports. Ce qui avait été prévu comme complexe pour les jeunes, c'est mort, c'est fini, c'est arrêté. Allez à Bafoussam, pareil. Allez à Bolova, pareil. Allez à Ngaoundéré, pareil. Sixième point, réseau routier camerounais obsolète, pratiquement abandonné. Dans tous les cas, il doit se débrouiller. Yaoundé, Douala, Ebolova, Ngouti, Bafoussam, Okola, Long, toutes ces zones abandonnées. Débrouillez-vous. Septième plan ou point, code électoral truffé d'irrégularités, prompt à ne favoriser qu'un seul candidat. C'est important pour un pays comme le Cameroun. Huitième plan, la qualité d'eau potable et la distribution de l'énergie électrique abracadabrante. Il brille de même parce qu'à un moment vous avez le courant, à un moment vous n'avez plus. Extrême Nord, on fait 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours. Bafoussam, c'est tout le temps. Dans le nez alors, n'en parlons plus. Au niveau du sud, c'est des coupures aussi longues que le fleuve Nil. Nous allons au 9e point. Les constants débrayages des personnels, dockers, avocats, enseignants, ceux de Placam. Nous avons Marie Marchand, nous avons les médecins, les employés de l'imprimerie nationale tout récemment. Que des débrayages. Pourquoi dans un pays qui va être émergent en 2035? Nous avons la énième inscription du Cameroun sous plan d'ajustement structurel avec la multitude de crédits octroyés au Cameroun par les instances. Oui, c'est la 10e plaie. On aime trop les crédits au Cameroun. On emprunte en Chine, on emprunte en Allemagne, on emprunte en France. On nous fait des dotations. Tout cela pourquoi? Point d'interrogation. 11e point, la surexploitation des réserves du sol et sous-sol camerounais. La preuve, il n'y a pas longtemps, on a encore attrapé des Chinois qui sont entrés, qui n'avaient rien comme carte de séjour dans ce pays. À l'est, c'est grave. À l'est, le bois. Le sud, le bois. Le Cam, le bois. Les Camerounais ont quoi? Point d'interrogation. 12e plaie, une fiscalité bancale dans ce pays qui ne met la pression que sur une seule partie, négligeant les autres parties. On pensionne. De 200 pour le timbre, on est passé à 600. Qui va casquer? C'est le petit. Nous allons au 13e point, le train de vie très élevé des membres du gouvernement qui ne voyagent qu'en première classe. C'est bien, c'est beau. Ils ont les dernières coupes de voitures dont la consommation seule de carburant s'élève à plus de 100 000 francs la semaine. C'est bien, soyez à l'aise. Le 14e point, la mauvaise gestion des entreprises publiques et parapubliques. On fait comme on veut, recrute qui on veut, nomme qui on veut, décide de la gestion salariale comme à bon ancien. Et c'est bien, le pays va bien. 15e unité et l'inertie d'un parlement qui ne joue pas son rôle. Des multiples commissions de lutte contre la corruption, CONAC, ANIF et j'en passe, qui sont là, qui mangent bien et tout va pour le mieux. Voilà. Alors, pour le carburant, vous avez dit 100 000 par semaine, je crois que c'est 100 000 par jour. Peut-être que c'était une erreur dans la plupart des cas. Mais déjà, félicitations, M. Mbachou, pour cette étude savamment menée qui donne une vraie image de ce qu'est le Cameroun aujourd'hui. Alors, on peut revenir tour à tour, Mbombok, sur les 2 premières plaies, c'est-à-dire la longévité exceptionnelle aux affaires, avec le cumul des fonctions également. Et vous avez bien fait d'observer pour le docteur Taïga, puisque j'avais fait la remarque également, il est PCA d'au moins 4. 5 précisément. 5 au total, à lui tout seul. Le docteur Taïga, bon, je ne sais pas s'il n'a pas de prénom aussi, en même temps, en passant. Bon, la 13e plaie aussi, je crois, elle est intéressante, donc ça concerne tous les gaspillages. Ouais. Bon, Bengan, est-ce qu'après tout ça, on peut dire que c'est exagéré de tout ce qu'il a fait comme travail, M. Charles Armel? Non, ce n'est pas exagéré. Ça, on pourra seulement ajouter quelques précisions. La première, de mon point de vue, c'est que le chef de l'État a dit dernièrement qu'il allait réformer
la magistrature. Et la première réforme qu'il a faite, c'est que il a conservé comme inspecteur général des services au ministère de la Justice une dame qui s'appelle Josette Essomba et qui a 80 ans. Et elle occupe ce poste depuis 30 ans. Et c'est nos confrères de Kalara qui nous l'apprennent. La deuxième chose, Sam, c'est que il me plaît également que un des sénateurs du littoral, Pierre Fambongayap, faisait un bilan dernièrement, mais il a dit que les sénateurs ont aidé régulièrement et de manière permanente les députés. Ce qu'il a oublié de faire, c'est précisément le travail dévolu au Sénat, c'est-à-dire ils sont les représentants des collectivités territoriales décentralisées. Voilà donc comment les plaies. L'autre plaie que je pourrais ajouter, c'est que de 1986 à 2006, on était sous plan d'ajustement structurel. Avril 2006, on nous dit qu'on a atteint le point d'achèvement structurel. Pour revenir en 2017, encore dans le plan d'ajustement structurel, avec une dette cumulée aujourd'hui qui dépasse le budget de l'État, c'est-à-dire une dette de plus de 5 000 milliards de francs. Et dans ces 5 000 milliards, il y a plus de 1 000 milliards de dettes intérieures, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous disons que les entreprises qui font les prestations pour le compte de l'État, on ne peut même plus les payer. Donc voilà là où nous en sommes, Sam. Voilà. Pour me limiter à... Voilà, mais on peut rallonger la liste de ces plaies-là. Par exemple, l'inertie pour la nomination des responsables à des grandes fonctions. La CSPH n'a toujours pas de directeur général. L'inutilité des commissions et autres, on va dire, comités qui sont créés. On peut parler de la NIF, la CONAC, le CONSUPE, l'ART, l'Agence pour la promotion des investissements, toutes ces bagatelles de structures qui n'apportent pas de résultats, et même au plan institutionnel, le Sénat, le Conseil économique et social. On pourrait évoquer le cas du sport et de la culture aujourd'hui, avec l'Africa Foot et la Société de droits d'auteur chez les artistes musiciens, par exemple. Ce sont des choses qui nous sont substantielles aujourd'hui. On n'arrive jamais à sortir du gouffre. Mais Guy, quel est à votre avis le sujet qui vous préoccupe dans ce dossier? Ah, mais écoute, Sam, les sujets qui me préoccupent, tu veux dire. Donc, on a le rappel justement à des postes. On a parlé ce matin même déjà de ces retraités qu'on rappelait à des postes de responsabilité, comme s'il n'y avait personne d'autre qui pouvait gérer ces postes-là. On parle du cumul des fonctions, qui est un véritable problème. Il y a des gens qui se retrouvent avec 3-4 postes. Alors, est-ce qu'on s'attend à un rendement efficient justement de leur tâche? Comment quelqu'un peut avoir 4 postes et on s'attend à ce qu'il fasse bien son travail? C'est un véritable problème. On a effectivement aussi le train de vie outrageusement luxueux des membres du gouvernement. On a ces ministres-là qui vivent de façon luxueuse, ostentatoirement au but et au su de tout le monde, des missions fictives, on en a déjà assez parlé ici. On a ces ministres-là qui envoient même leurs vêtements se faire laver du côté de l'Hexagone, des vêtements qui peuvent être lavés, si c'est pour vous dire à quel point la dépense est mal gérée, la qualité de la dépense publique. Et pourtant, voilà. Ils ne reconnaissent pas que le fait de repartir au FMI soit le résultat de toute cette gabegie. Ils disent que c'est l'un double choc pétrolier et sécuritaire. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve en train de contracter un crédit, justement, au FMI, qui va encore nous pousser dans tellement de problèmes. Et on se demande, qu'est-ce que l'État veut aux Camerounais? Moi, je préfère poser cette question de façon terre à terre. Qu'est-ce que l'État camerounais veut aux citoyens camerounais? Parce que quand on se retrouve en train d'être sous ajustement structurel, alors qu'on sait qu'on a ce train de vie-là, qu'on peut très bien corriger, il faut déjà accepter qu'on l'a. Et je crois qu'ils ont accepté, ils reconnaissent, parce que plusieurs fois on a eu des sorties du président de la République, on a eu des sorties du ministre des Finances, Alamine Ousmane, mais à propos, qui interpellaient les ministres à réduire leurs coûts, leur train de vie. Mais il ne s'agit pas que d'interpeller. Il faut agir, il faut sévir. C'est eux qui peuvent décider de si ce train de vie peut être revu à la baisse. Comment vous pouvez décrire quelque chose? Mais on voit encore aujourd'hui des sous-préfets, des préfets qui ont de grosses voitures qu'on paye à coût de centaines de millions tous les jours, alors qu'ils n'en ont vraiment pas besoin. Mais si vous voulez réduire le train de vie, il ne suffit pas de parler, agissez. Agissez. Voilà. Et ce week-end, on a déjà, même dans les propres rangs du parti au pouvoir, qui commence
à reconnaître ces mauvais choix qui ont été opérés sur la qualité de la dépense. Pascal Charlemagne Messanga Nyamding l'a reconnu, indexant directement les mauvais choix du chef de l'État, même si au passage il ne veut pas le considérer comme le principal coupable, préférant s'attaquer à tous ceux-là qui ont été portés à ces postes de responsabilité. On va dire, Megui, à votre suite, que le gouvernement, sa taille même devrait être réduite aussi. On a une soixantaine de ministres assimilés pour un pays comme le Cameroun aujourd'hui. Alors, c'est à ce niveau qu'intervient Tendance. Les sous-préfets et gouverneurs de région qui ont de très belles voitures, mais on dira que c'est assez compliqué. On peut les leur concéder pour la puissance de leur fonction. C'est ce que tu penses? C'est vous qui voyez que c'est compliqué. Alors, les gars doivent être à l'aise. Ils ne sont pas là à l'école pour rien ensemble. On ne se lève pas un matin pour être sous-préfet. Donc, il faut jouir de son travail, de son école, de ses études. Bref, il faut jouir de son travail. Maintenant, ce qui a encore attiré mon attention, c'est les surfacturations que Charlemagne a dit tout à l'heure. Je m'adresse dans les boulangeries, les pharmacies, les supermarchés. Je vais vous ramasser ce matin. Je veux savoir, parfois tu arrives dans une pharmacie, tu veux un médicament, mais dans l'autre pharmacie, ce n'est pas les mêmes prix. On veut savoir si c'est le même montant partout. Ne nous embrouillez plus. Tu veux un médicament peut-être à 5200 francs dans telle pharmacie, dans l'autre c'est 6200 francs. Donnez les prix nets. N'est-ce qu'on avait dit que dans les pharmacies, les prix c'est le même montant, Megui? Oui. Les prix sont homologués. Ils n'auront pas les mêmes fournisseurs. Ah, ça dépend, mais là, je vais encore demander au Ngomna, parce que c'est eux qui parlent, ils me coûtent. Chez un Ngomna, donnez un prix forfaitaire dans toutes les pharmacies pour qu'on essaie de respirer. De deux, dans les supermarchés, tu vas acheter quelque chose, tu prends un truc de 1000 francs. Si tu es un peu discret, les gens te mettent font la surfacturation. Je vais dire à vos patrons, contrôlez vos employés dans les boulangeries, dans les supermarchés, parce qu'on ne respire plus. Quand vous faites comme ça, vous surfacturez, après vous reprenez l'argent, vous mettez en poche. On ne vous paye pas à la fin du mois. Sam, j'ai été victime le week-end-ci. J'arrive dans une boulangerie, je fais les achats de mes enfants, on me sort une facture. Heureusement que j'étais un peu prudente. Et qu'elle me parlait, elle me dit que non, madame, on a fait l'erreur. Tu as fait quelle erreur? Donc c'est pour rien comptable que tu sois comptable. Je vais lancer le mot. Très bien, merci Tendance. Ça, c'est au niveau de la responsabilité individuelle des uns et des autres. C'est pas seulement l'affaire des dirigeants aussi, parce que quand on parle des plaies qui minent le Cameroun, il faut aussi aller interpeller le comportement de chacun d'entre nous. On sort par vous, Charlemagne Battu. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a inspiré cette chronique de ce jour qui fait un peu l'état de la situation globale qui est celle du Cameroun, finalement? L'objectif, c'est lequel? J'ai discuté avec quelqu'un ce week-end qui m'a fait remarquer que, à proprement parler des problèmes de ce pays, on a l'impression que ceux qui nous regardent en tant que ponte de ce régime s'en foutent pas mal de ce qui est dit, de la sonnette d'alarme que nous sommes en train de tirer tous les jours à travers cette émission en disant attention, nous sommes en train d'aller vers le gouffre. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas ressasser cela pour présenter, qu'ils sachent au moins que le Cameroun qu'ils présentent à l'étranger comme se portant bien souffre énormément. La seule existence des débrayages, les débrayages que nous avons constamment. Voilà le personnel de l'imprimerie nationale qui a décidé d'entrer en grève parce que ça ne va pas, ils réclament des aérés de salaire, des aérés d'avancement. Pourtant, c'est à eux seuls qu'on a concentré les actes de naissance, les actes de mariage, ceux qui impriment les actes de naissance, les actes de mariage, tous les journaux officiels, tous les documents officiels et administratifs, c'est l'imprimerie nationale. Les voilà qui veulent entrer en grève. Alors, ça, c'est vrai. Nous avons l'inertie d'un Parlement. Je crois qu'aujourd'hui, le Parlement, le rôle d'un Parlement dans tous les pays devait être de s'intéresser à la question du bas peuple. Que vit le bas peuple aujourd'hui? Quelles sont les aspirations? Ils ont été placés là par le peuple. C'est le peuple qui les a placés là. Mais lorsqu'ils se retrouvent à ce niveau, étrangement, ils deviennent sourds, aveugles et muets. Laissons ce secteur. Allons dans la santé. Comment se rendre compte et imaginer que en biochimie, un enfant qui entre en première année biochimie, la première chose qu'on enseigne à un enfant, c'est la fabrication des analgésiques, notamment le paracétamol et tout. Comment comprendre qu'on importe tout sur le plan médical? Qu'on nous dit, quand on parle de kit d'hémodialyse, c'est le glucosier et c'est l'eau salée. Comment est-ce qu'on importe ces deux qui peuvent être fabriqués localement pour nous permettre de venir à bout de ces différentes pathologies? Comment comprendre que jusqu'au produit de simple, je dis simple, pour soigner le paludisme, on se retrouve importé? Mais c'est grave. C'est grave. Le coût d'importation est grave.
l'heure dans ce pays qu'on arrête un peu ce scandale. Alors, parlant d'importation, on va peut-être fonder de réels espoirs sur le nouveau bureau exécutif du groupement interpatronal du Cameroun récemment mis sur pied il y a quelques jours ici à Douala, avec les très bonnes intentions qu'ils ont formulées, parce que là-dessus, le patronat camerounais peut être indexé également de laxisme, de n'avoir pas jusqu'ici, pas souvent suffisamment défendu. Ils ont proposé, on a refusé ça. Oui, il suffit pas il y a des gens qui ont imposé. Il y a des gens qui ont proposé ça. Il y a des Camerounais qui sont venus avec des projets qui n'ont pas pu aboutir. Voilà. C'est en haut, ce n'est pas au niveau du Maintenant, il appartient au patronat de maintenir la dénonciation et de ne pas, je veux dire, s'inféoder au pouvoir en place. Donc on attend beaucoup de la nouvelle équipe de M. Célestin Kamanou-Tawamba. Voilà, merci beaucoup pour cette revue qui revenait donc sur les plaies du Cameroun. Vous en avez dénombré 15 au total, mais on pourrait rallonger la liste de ce qui ne va pas aujourd'hui au Cameroun. On va y revenir tout à l'heure en deuxième partie, le temps donc d'aller accueillir notre invité pour parler cette fois de consommation. Et on va le présenter et l'accueillir tout de suite sans autre forme de procès. Monsieur Fritz Bell, bonjour. Bonjour, Sam Séverin. Alors, aidez-nous à vous présenter vous-même à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre petit parcours avant de vous retrouver sur ce plateau? Je suis Fritz Bell, de formation ingénieur et enseignant. Mais je suis surtout ici en qualité de leader d'une association de consommation, de consommateurs qu'on appelle La Mesure. C'est une association, parce qu'il y en a plusieurs qui sont axés sur plusieurs domaines d'activité. Nous avons choisi d'interpeller les consommateurs et les pouvoirs publics dans le sens de développer l'habitude de mesurer systématiquement ce que nous achetons. Voilà notre axe d'activité. Ça, c'est votre principal cheval de bataille. Oui, lorsque vous parlez de mesures, automatiquement, ça me renvoie au marché avec la viande. Les kilos de viande, ça me renvoie dans les poissonneries avec la pesée des différents poissons, ça me renvoie dans l'énergie avec la qualité de courant qui nous est servi, où on ne connaît pas lire. À des moments, vous avez un compteur détraqué qui devient faux, vous payez ce que vous n'avez pas consommé. Ça me renvoie à l'eau, où aussi on se retrouve avec des compteurs qui perdent parfois la boule et testent la pression. Je me demande... On parlera de 15 plaies dans la consommation. Okay. Alors, la mesure aujourd'hui, est-ce qu'elle renvoie à tout cela, à cette association, ou alors c'est tout autre chose? Absolument, nous sommes entièrement en phase. Et si on doit énumérer ça en termes de plaies, on sera peut-être à 200. À 200, commencez par les plus visibles. Alors, M. Mathieu a relevé l'énergie. L'énergie et l'eau, si on commence seulement par là. Nous achetons l'électricité, nous achetons l'eau que nous consommons à la maison. L'une des grosses aberrations dans ce domaine-là, c'est que ceux qui nous vendent l'électricité et l'eau sont les uniques responsables des outils de mesure qui permettent d'évaluer ce que nous avons consommé. Ouais. C'est-à-dire quoi? L'eau est évaluée en mètres cubes. Un mètre cube, c'est 1000 litres. Et il est facile qu'on vienne dans votre domicile vous dire vous avez consommé 43 mètres cubes d'eau. C'est quand même difficile à faire passer, quelle que soit la taille de la famille, qu'une famille qui ne fait que faire de la lessive, de la vaisselle, faire des travaux ménagers, puisse consommer 43 000 litres d'eau en un mois. Voilà. Donc, l'une de nos préoccupations par rapport à ça, c'est que ce soit avec l'énergie ou que ce soit avec l'eau, il serait utile, il serait urgent de mettre en place une structure entre le consommateur et le fournisseur qui soit capable de nous garantir que l'instrument de mesure qui est entièrement sous la responsabilité du vendeur puisse être un instrument de mesure conforme. Alors, puisque vous parlez de la mesure, depuis longtemps, on nous abreuve, ou bien on nous sature les oreilles avec la question consommer moins, consommer peu de gras, bouger plus et tout cela. Mais comment comprendre que on fait plutôt l'apologie des produits qui viennent de l'extérieur, qui sont extrêmement gras, dont on ne prend pas la peine de préciser les teneurs calorifiques là-dessus, et que nous, aujourd'hui, tout ce qui peut être bio, souvent cher sur le marché, nous renvoyons à l'huile de palmiste, nous renvoyons à tous ces autres produits qui sont gras sur le plan alimentaire. Oui.
Bon, disons que ce n'est pas un axe spécifique de mesure, c'est un axe de qualité de vie. Et par rapport à ça, il est question en réalité de sensibiliser beaucoup plus le consommateur. Parce que c'est ça aussi la mesure. Absolument. Le décideur en bout de ligne, c'est le consommateur. Ça veut dire que il faut reformater les esprits. On nous a plus ou moins convaincus depuis un certain nombre d'années que ce qui traverse les mers pour arriver chez nous est bien. Ça, c'est un drame. Nous faisons là-dessus un travail d'éducation pour dire aux gens que cueillir une orange dans son jardin et la consommer, c'est une chose que nous jalousent tous les Occidentaux. Parce qu'il faut être particulièrement nanti pour pouvoir le faire de l'autre côté. La banane que nous consommons ici, que nous appelons banane douce, quand vous traversez la mer, vous vous rendez compte que on coupe ici une banane qui n'est même pas mature. Quand vous allez la consommer là-bas, vous vous rendez compte que c'est de la mauvaise banane. Toujours est-il qu'il y a des gens qui ont réussi à convaincre que pour acheter la banane, il faut aller au supermarché d'à côté. C'est un tort. Voilà, toujours en matière de consommation, il y a par exemple la distribution, l'approvisionnement en câbles et images. Vous avez aujourd'hui plein de câbleaux opérateurs sur la place et même le principal opérateur français qui est là avec ses paraboles. Et on se rend compte qu'à la moindre petite goutte de pluie, la parabole prend, comme c'est le cas en ce moment, vous n'avez plus d'image, mais pourtant vous allez payer la facture selon la formule que vous avez choisie. Est-ce que pour ce type de cas, vous comptez pouvoir faire quelque chose? Oui, absolument. Dans notre document guide, nous avons relevé ça particulièrement. La méthode de facturation de ce service est une méthode complètement fausse. Le principe de la mesure voudrait qu'on paye ce qu'on consomme. Généralement, ces structures-là nous font des offres facturées sur une période et non par rapport à une consommation réelle. Ouais. Et quand on sait, on l'a relevé ici tout à l'heure dans la chronique de M. Mbachou, les coupures d'énergie. Vous faites une semaine sans électricité, ça signifie que vous n'avez pas consommé le câble, mais pendant ce temps, c'est facturé. Donc notre proposition dans ce domaine est que tous les distributeurs de télévision et services assimilés commencent à nous facturer en volume horaire consommé. C'est-à-dire qu'on aille vers le prestataire pour qu'il nous dise, voilà, vous allez acheter 100 heures de télévision à regarder. À ce moment-là, si j'éteins ma télévision pendant une semaine, je sais que j'éteins ma télévision pendant une semaine et je ne suis pas facturé pour ça. Oui, mais Guy, dans la suite... Moi, je voudrais me pencher sur le problème du transport. On sait que quand on parle de transport, on parle du transport routier, fluvial, maritime, aérien. Je voudrais beaucoup plus m'appesantir sur le transport fluvial. Fluvial parce que... alors, on a un véritable trafic qui se fait quand même, hein, quand on voit depuis Douala jusqu'à peut-être Manoka. Et il y a des personnes qui sont transportées. C'est une activité désormais lucrative parce qu'on paye pour se rendre de l'autre côté. Alors, est-ce qu'il y a des mesures? On entend parler de plus en plus de naufrages et tout. Est-ce qu'il n'y a pas des mesures mises en place justement pour protéger ces gens qui empruntent ces transports-là? Qui est un maître nageur, par exemple, à bord des embarcations, qui pouvait venir au secours des personnes qui se noient au cas où il y a un naufrage. Qu'est-ce qui a été mis en place? Et maintenant, pour le secteur des mototaxis, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour améliorer l'établissement de l'ordre dans ce secteur-là? Bien. Le domaine du transport fluvial et maritime est un domaine presque entièrement non réglementé. Nous avons le sentiment... Au Cameroun. Nous avons le sentiment que, parce que les accidents qui se passent là-bas se passent en mer et que c'est un peu loin des yeux du public, on en a profité pour complètement fermer les yeux là-dessus. La moindre des choses, lorsqu'on prend les gens dans une embarcation, même artisanale, serait qu'on porte un gilet de sauvetage et qu'on ait à bord de l'embarcation au moins une personne dont les qualités de nageur sont connues et qui est formé pour le sauvetage et les premiers secours.
Je vous dis, c'est vraiment un domaine noir. Je vais plus loin. Avant d'aller dans l'embarcation, regardons nos propres plages, où nous invitons les touristes du monde entier. Mais vous vous rendez compte que quand vous arrivez sur nos plages, vous êtes livré à vous-même. Si vous rentrez dans l'eau et que vous ne savez pas nager, mais vous vous noyez tranquillement. Or, les plages sont des espaces gérés par les municipalités locales qui ont en principe la responsabilité de mettre un poste d'observation avec des unités de secours pour que dès qu'il y a un problème, qu'on puisse intervenir. Ouais, sur le cas des mototaxis, rapidement, M. Bell. Sur le cas des mototaxis, nous avons... Par exemple, sur les prix qui sont pratiqués, vous prenez une moto, vous donnez une destination, bon, c'est eux qui déterminent le prix. Si vous êtes trop pressé pour peut-être arriver à votre lieu de service à une certaine heure, ils vous disent 1000 francs, 2000 francs, oui. Et vous êtes obligé de payer. Sam, ce n'est pas le plus grave, ouais. Le prix. Nous insistons au niveau de la mesure pour que lorsqu'un prix est fixé, si nous acceptons de le payer, que nous ayons une contrepartie qui corresponde effectivement à ce prix-là. Et dans le cas de mototaxi, les bâcheurs, c'est grave parce que nous avons le sentiment au Cameroun que les mototaximens sont devenus une structure de pouvoir telle que le pouvoir recule devant toutes leurs initiatives. Et toutes les tentatives de réglementer ce domaine-là, jusqu'à présent, ont échoué. Parce qu'il suffit qu'ils fassent foule légèrement. Qu'est-ce que vous revendiquez essentiellement pour le transport par mototaxi rapidement? Qu'est-ce que nous revendiquons pour le transport par mototaxi? C'est premièrement, une moto transporte une personne. Ouais. La moto, c'est 2 places, le conducteur et le passager. Donc, le principe de la mesure dans ce domaine-là voudrait que dès que dans notre document guide, vous allez voir une dame qui est sur la moto avec ses 4 ou 5 enfants. C'est dramatique. Et dès qu'il y a un accident, c'est la première chose que nous recommandons. Une place, un seul passager. Ensuite, que le conducteur et le passager portent leur casque. Donc le prix pour vous, c'est négociable, il n'y a pas de souci. Oui, le prix est négociable parce que de toutes les façons, c'est l'offre et la demande. Ils savent eux-mêmes que lorsque les prix montent exagérément, ben écoutez, ils n'auront pas de passagers. Revenons sur les produits de consommation. Bon, peut-être avant votre question, oui. Oui, non, tout à fait. Je reviens sur les services de base, Sam. L'eau et l'électricité. Vous avez parlé du GICAM tout à l'heure. Le GICAM avait dénoncé la mauvaise qualité de l'énergie électrique et la mauvaise qualité de l'eau. Mais vous vous limitez à la mesure. Bon, puisqu'on dit 1 kWh consommé vaut 310 francs par exemple, et 1 mètre cube d'eau vaut tant. Mais cette eau-là, elle n'est pas propre, c'est impropre à la consommation, de la même manière que la qualité du courant électrique qu'on donne. Maintenant, comment vous dites qu'il faut mettre en place peut-être une association ou tout, comment vous voulez qu'on mesure déjà ce qui est mauvais? Vous n'empêchez pas que ce qui est mauvais n'arrive. Et surtout qu'en matière d'eau aujourd'hui, au niveau des nouvelles habitations dans certaines grandes cités, on n'a pas droit à l'eau de la CDE, donc ce sont les forages qu'on nous propose dans les immeubles et la qualité de cette eau-là n'est pas toujours la meilleure, mais on est bien obligé de payer. Oui. La notion de mesure implique nécessairement la notion de qualité. Parce qu'on ne mesure pas seulement la quantité, on mesure aussi les normes qui ont été mises en place pour la production du service ou du bien qui est fourni. Ça veut dire que lorsque une société se met en place pour nous fournir de l'eau, nous avons sur la place nationale un certain nombre de sociétés de normes en dehors des structures de contrôle même de l'État. Il est évident que nous ne pouvons pas mesurer seulement la quantité et ignorer les préoccupations de qualité. Seulement, il y a au Cameroun au moins 30 associations de consommateurs. On va en parler tout à l'heure, Voilà. parce que c'est un gros sujet, oui. Et les Français disent qui trop embrasse mal les trains. Nous avons décidé d'orienter notre action tout en collaborant avec les autres associations sur un axe que nous considérons comme extrêmement important. Parce qu'il y a des domaines que nous ne sommes pas en train d'aborder. Les immeubles qui se croulent partout
sont souvent essentiellement liées à la mesure de la qualité du matériau qui va dans cette construction. Parce que, on vous dit, ceci, on va construire un bâtiment avec des fers à béton de 14. Lorsque vous prenez votre outil de mesure pour mesurer le diamètre, vous vous rendez compte que le diamètre, en réalité, c'est 11 au lieu de 14. Et directement, ça change complètement la configuration du bâtiment qui est mis en place. Et on va accuser tel ou tel ou tel. On n'ira jamais se rendre compte que quelqu'un a acheté des fers de 14 qui étaient en réalité des fers de 11. Très bien. Alors, on va parler des associations de consommateurs tout à l'heure, mais terminons par les produits de consommation avec ce à quoi on assiste. Donc, je t'ai pas oublié tendance. Je voulais juste résumer. J'oublie mes parce questions. que de nos jours, il y a plein de produits qui sont impropres à la consommation et je souhaiterais que la dernière partie soit consacrée à ce débat-là et également pour savoir ce que fait la NOR, hein, l'agence pour la norme et la qualité. Mais d'abord, tendance, oui. J'ai 20 questions, donc soyez prêts. Papa Tonnet, c'est frites. Quand c'est frites comme ça, quoi, tu veux que c'est frites Tonnet? Voilà. C'est son frère. Mais ce fils belle. Oui. Je sais que vous êtes le frère de Papa Tonnet qui est aussi mon père. On m'a fait comment des boulangeries qui trichent, papa. Les pains légers qu'on nous vend. Le pain ne pèse plus de 200 grammes. Vous-même, vous gérez ça comment avec eux? Bien. Ça, c'est un domaine extrêmement sensible que Tendance relève. Nous voulons faire de la sensibilisation à 2 niveaux par rapport à ça. Et nous nous adressons en particulier à la femme dans son ménage. Nous voulons inviter chaque femme dans son ménage à avoir à la maison au moins une balance. Parce que avant de voir ce que les pouvoirs publics vont faire ou ne vont pas faire, surtout ce qu'ils ne vont pas faire, au moins la femme qui a chez elle une balance peut décider désormais d'aller dans telle boulangerie et non dans telle autre. Parce que telle boulangerie au moins respecte le poids du pain et telle autre ne le fait pas. Ça, c'est une responsabilité individuelle des familles. Voilà. Mais vous voulez disculper le pouvoir public qui doit réguler Naturellement. Oui. Maintenant, sur le plan, disons, des instituts de contrôle, c'est valable pour le pain, c'est valable pour le riz préemballé, c'est valable pour le sac de ciment. Vous allez constater dans plusieurs domaines que lorsqu'on arrive, le poids affiché ne correspond pas au poids réel. Notre hobby sur lequel nous faisons du lobbying auprès de l'État, c'est qu'on oblige chaque vendeur à avoir sur place, c'est-à-dire au niveau du point de vente, un instrument de mesure. Que celui qui vend le gaz ait au niveau du point de vente une balance pour que lorsqu'on dit que la bouteille de gaz c'est 12,5 kg, plus le poids de la bouteille, ça doit donner 22,5, ainsi de suite, que ce soit mesuré sur place. Parce que les femmes s'en plaignent tous les jours, on va vous dire, il y a telle structure, son gaz finit en 4 jours. Alors que quand je l'achète chez telle autre, ça fait une semaine. Ce sont de très belles intentions, monsieur Bell. Tendance, tu vas poursuivre, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour rendre cela applicable sur le terrain? Est-ce que vous avez des mesures? Oui. Parce que vous le dites comme ça à la télé, mais il dit qu'il faut le plaidoyer auprès du gouvernement. Voilà. Peut-être faudrait-il ajouter un bulletin. Vous voulez dénoncer de manière systématique, puisque vous avez les moyens et de contrôle en attendant que la ménagère puisse avoir chez elle des appareils de mesure. 3 niveaux. Le lobbying, le plaidoyer, la sensibilisation. Voilà, ça veut dire la même chose. Voilà, mais ce n'est que les synonymes. Alors, depuis quelques minutes, depuis quelques heures ou semaines, avec l'inauguration du fameux data center, les usagers se plaignent, on ne peut plus dans le secteur de la téléphonie. Avec notamment le chrono, quand vous lancez l'appel, parfois ça commence à décompter avant même qu'on ait décroché. Vous vous retrouvez à passer un appel avec un crédit, on vous appelle on vous informe que le crédit est fini étrangement. La suspension d'appel, mais parfois vous discutez, ça se coupe. Après on vous dit que c'est le réseau. Vous avez un souci en termes de variation d'internet. Parfois vous vous connectez pour 250 mégas hors tête.
Après, vous avez placé 2 ou 3 francs. Les forfaits Internet ne sont jamais finis. les forfaits 24. Vous avez en fait la variation de consommation en fonction que vous appelez divers opérateurs. Mais je pense que ça devait être aussi un secteur dans lequel vous devez vous accrocher pour une mesure exacte. Oui. Est-ce que c'est un combat qui vous dépasse, M. Bell? Parce que c'est trop vaste. Hein? Ce qui est certain, c'est que le combat est vaste. Et c'est le lieu pour nous de faire une interpellation. Nous avons l'habitude de dire, on peut être de n'importe quelle ethnie, on peut être de n'importe quelle couleur politique, on peut être grand ou petit. Ce qui est sûr, c'est que dès qu'on est né, on commence à consommer. Et nous nous étonnons énormément parce qu'en réalité, les relâchements viennent souvent du fait qu'on a l'impression de ne pas être entendu. Pas seulement par les structures de décision, mais aussi par le consommateur lui-même. Quand on se met dans un environnement, on fait un test ou un petit sondage. Combien de personnes ici sont inscrites à une association de consommateurs? Normalement, chaque Camerounais devrait être inscrit à une dizaine d'associations de consommateurs. Parce que s'il y a un domaine dans lequel nous subissons énormément de choses, c'est le domaine de la consommation. Donc effectivement, on est dans la téléphonie. Pour la téléphonie, on est dans la téléphonie. Oui. Nous avons relevé un grand nombre de tares dans la téléphonie. Et la téléphonie est aujourd'hui au Cameroun un domaine comme celui des mototaxis, où les gens ont pris un pouvoir absolu. Il nous revient qu'il y a eu des réajustements au niveau de l'ART. Il faut espérer que ce réajustement-là apporte quelque chose, parce que jusqu'à présent, on avait le sentiment d'une espèce de complicité entre les structures de téléphonie mobile et le régulateur qui est supposé être notre interlocuteur. Le gendarme. Madame Libon-Léquin a dit que l'ART était le véritable gendarme, même si cet ART jusqu'ici n'a rien fait. Et dans le même ordre d'idée, on va vous demander dans votre domaine à quoi sert la norme. On a moins de 10 minutes, Charles Hamel. Alors oui, je voulais lui demander, est-ce que ce ne serait pas mieux pour vous de vous spécifier dans un domaine? Parce que tout ce que nous venons d'énumérer est assez vaste. Est-ce que vous ne serez pas affaibli dès les premières heures de vos actions? Nous nous sommes spécifiés, nous nous sommes spécialisés dans une orientation. L'orientation de mesurer. Mais mesurer, ça concerne tous les secteurs. Oui, parce que effectivement, le domaine de la consommation est extrêmement vaste. Si vous jetez un œil à notre document guide, vous allez vous rendre compte que nous avons pris quelques domaines d'action que nous avons considérés comme première cible. Nous en avons ignoré d'autres volontairement, parce qu'effectivement, on se rend compte que c'est extrêmement vaste. Mais notre interpellation, en réalité, c'est que les pouvoirs publics cessent de penser que les revendications des consommateurs, parce qu'en réalité, on est aujourd'hui au Cameroun dans une attitude où, dès que vous contestez par rapport à quelque chose, on vous lit comme un opposant et comme directement, on a l'impression que vous êtes un ennemi qu'il faut combattre. Vous n'avez pas reporté cette étiquette? Ah non, absolument pas. Pourquoi vous continuez donc avec les dénonciations? Vous continuez avec la pédagogie qui n'est pas une mauvaise chose. Ah non. Mais au moins vous dénoncez, qu'on sache que tel opérateur de téléphonie mobile fait mieux que ses concurrents. Parce qu'on ne vous ressent pas beaucoup sur le terrain, M. Bell, et votre association La Mesure. Et je dois rappeler que quelques-unes des autres associations sont plutôt main dans la main avec les gens du gouvernement. Le président de la Ligue des consommateurs est tout le temps proche du ministre des Commerces. Il est même membre du conseil d'administration de la Nord. Est-ce que vous ne travaillez pas avec... Vous trouvez que c'est bon de travailler avec les pouvoirs publics ou pas? Nous travaillons partout où nous sommes sollicités, ou mieux, nous travaillons partout où nous sommes acceptés. Malheureusement, comme vous dites, nous sommes dans un système de cooptation. C'est-à-dire que selon qu'on vous trouve plus ou moins favorable, on vous rapproche ou on vous tient à distance. C'est malheureusement ça, la lecture qu'il faut faire de la collaboration qu'il y a en ce moment entre les associations de consommateurs d'un côté, les entreprises prestataires de services et de biens, et puis l'État. Et comme vous n'êtes pas coopté, c'est ça qui devrait vous donner un peu plus de coups de franche pour aller dans la dénonciation et la sensibilisation. Vous n'êtes lié par rien du tout, mais vous êtes encore un peu plus timoré. Pourquoi alors, monsieur? Non, nous faisons effectivement de la dénonciation auprès des structures de l'État, de la sensibilisation auprès du consommateur. C'est-à-dire que quand nous nous adressons aux consommateurs,
nous sensibilisons pour que le consommateur prenne conscience de la responsabilité qui est la sienne. Parce que le consommateur a sa propre responsabilité, que quelquefois, nous sommes dans un système où on dit le bien boya, alors on va faire... C'est vrai qu'il faut beaucoup plus indexer les consommateurs, mais Guy, est-ce qu'il y a une réaction des téléspectateurs? Avant, on a 3 minutes. Oui. Bon, voilà, Charles Armel cite toutes les plaies, oubliant la première et grande qui est le tribalisme, car les bêtis se sont accaparés de tous. Bon, très bien. Donc, on espérait qu'il y avait une réaction par rapport à l'invité. Non, moi, je lui en apporterai une. Est-ce que, comme disait Ango, pour avoir les coudées franches, n'est-il pas, ne pouvez-vous pas prendre le risque de dire, par exemple, telle société, tel marketeur, ces bouteilles de gaz ne sont jamais pleines, parce que précisément, vous avez mesuré, vous avez les indices entre les mains, vous avez les informations. Vous devez avoir un observatoire qui publie des informations. Un observatoire. Oui. Oui. La difficulté dans ce domaine, c'est que l'action des associations de consommateurs est, on peut dire, limitée sur ce plan-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au début, on connaît le camerounisme. Des gens ont mis en place des associations de consommateurs et ont eu sur le terrain des comportements de contrôleurs de prix, mais qui étaient en réalité des comportements d'escrocs qui allaient vers le vendeur en réalité pour négocier une contrepartie. Donc, nous pouvons dénoncer pour dire, nous constatons, et ça, nous dénonçons auprès des structures de contrôle, c'est-à-dire le ministère du Commerce, pour leur dire, nous constatons que telle entreprise, le consommateur se plaint de la qualité de remplissage de ces bouteilles de gaz, par exemple. Mais nous n'avons pas ce pouvoir, sauf si nous décidons, avec l'appui d'un certain nombre de dénonciateurs qui ont signé des espèces de pétitions, si nous décidons d'attaquer au tribunal une entreprise, parce que nous avons constaté que, effectivement, voilà, on a terminé. Oui, si vous permettez, puisqu'il a ouvert cette brèche, est-ce qu'il ne serait pas aussi l'occasion pour vous de dénoncer tous ces différents responsables du réseau associatif des consommateurs qui prétendent défendre des choses, pourtant font copinage avec ceux. Aujourd'hui, on dit non contestation, on organise des grèves de la faim. Le lendemain, on fait des promesses, on intègre les individus. C'est vrai que lui-même fait partie du réseau associatif. Oui, vous comprenez naturellement que le domaine est extrêmement sensible. Donc vous ne pouvez pas dénoncer. C'est-à-dire que vous êtes une association de consommateurs. Vous êtes association de consommateurs. Votre cible, c'est le fournisseur de biens et services. Ouais. Si, disons que nous pensons que ce serait une dispersion gratuite d'énergie que d'engager une autre action vers les associations de consommateurs. Merci monsieur Bell, malheureusement on a terminé. On aurait bien voulu vous voir revenir sur le cas de la consommation du câble, parce que l'opérateur CanalSat, il faut le citer, qui nous impose de payer 10 000 francs, 18 000 francs, voire même 50 000 pour tous ceux qui ont tout Canal et qui ne peuvent pas vous offrir le service pour lequel vous avez payé, mais vous êtes obligé de payer. Cette façon, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller dénoncer, parce que c'est le principal aujourd'hui sur la place et qui doit respecter quand même la norme en cette matière. Et je vous assure, il y a des gens qui ont payé des mois entiers en zone rurale sans consommer un seul jour. Voilà. Tout simplement parce que ils n'ont pas eu d'énergie électrique, mais eux, ils ont facturé sur le mois. Non, nous insistons sur pour que les prestataires de ce domaine-là commencent tous à prester en termes de volume horaire. Voilà. On va vers le prestataire pour acheter 100 heures ou 200 heures et qu'on les consomme effectivement. Voilà, volume horaire, aussi la qualité du service qui est proposé, que les câbles ne soient pas brouillés lorsqu'il y a des pluies, si la parabole est défectueuse. Donc c'est la faute à l'opérateur qui ne doit pas ponctionner injustement auprès des portefeuilles de nos familles. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de la première partie de ce programme qui prend une pause musicale avant la deuxième partie du Zénith. Coup à Tom Yoms de regretter mémoire, mais qui nous a laissé un bel héritage. Donc on va poursuivre le programme avec deux messages avant la revue des réseaux sociaux. Voilà, je vous écris depuis le Togo. Vu de l'extérieur, le Cameroun ressemble à une nation sans perspective d'avenir.
avec l'amateurisme dans la gestion des affaires publiques dont fait preuve la classe politique, il est prévisible que le développement du Cameroun, comme les autres pays africains, ne passera pas par une injection monstrueuse des capitaux, mais par une désintoxication des mentalités. Voilà, donc pour nos téléspectateurs du Togo et de toute la région Afrique de l'Ouest, nous vous saluons. Voilà, la suite. Voilà, relatif à notre histoire du jour, Sylviane Tchonchou qui nous dit « Cette dame n'a pas besoin de faire des problèmes pour une histoire de vacances. L'homme est le chef de la famille, c'est lui qui décide. En plus, nous les femmes, arrêtons de nous cacher derrière des vacances pour nous débarrasser de nos enfants, car s'occuper d'eux à tout moment est notre devoir et non celui des autres. » C'est bien dit, tendance surtout que lorsque l'enfant va en vacances, il faut qu'on soit sûr qu'il sera bien entretenu. Mais si ma mère m'a nourri comment? Ma mère m'a nourri comment pour qu'il fasse ma connaissance? J'ai été bien nourrie par ma mère. Mais nourrissez aussi vos enfants? Non, si je prends le temps de me reposer, c'est difficile, hein, bonbon. Tu te vas à 4 jours, il faut apprêter les enfants, il faut leur faire manger, il faut s'occuper de monsieur lui-même. Une fois que les enfants vont aller se reposer un peu, il fait les problèmes. Ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Si tu ne m'aimes pas, dis-moi, on se sépare. Que de venir contourner, vous avez des stratégies pour nous mettre les cas. Que non, personne ne bouge, non bougie. Personne ne vient chez moi, personne ne sort. Surtout que beaucoup de maris au Cameroun, en Afrique aussi, n'ont pas cette culture d'aller en vacances pour changer un peu d'air. Pourquoi ils allaient en vacances quand ils étaient jeunes? Pourquoi ils n'ont pas cette culture? Ils mesurent les moyens qu'il a. Il estime qu'il ne peut pas envoyer les enfants chez sa belle-mère s'il n'a pas assez de moyens de les encadrer là-bas. Un autre message qui nous dit de quelle école des sous-préfets et des préfets et de gouverneurs parlez-vous quand on sait que tous sont des produits de l'ENAM et que cette grande école ne forme que de grands voleurs? Ont-ils le droit de piller le pays parce qu'ils doivent récupérer ce qu'ils ont dépensé pour acheter l'entrée à l'ENAM? Voilà, c'est un jugement excessif, il faut le reconnaître, parce que l'ENAM forment tout de même d'assez bons administrateurs. La plupart sont peut-être souvent englués et victimes du système en place. On ne peut pas prétendre que la seule école d'administration que nous avons soit là pour sécréter des voleurs. Non, et soyez assez mesurés dans vos messages que vous nous envoyez. Donc c'était bien de recadrer un peu. Et aussi peut-être voilà. Signaler aux téléspectateurs que les messages à caractère tribal ne seront pas lus. Donc, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Megui. Vous gardez la parole à présent, sans transition, la revue des réseaux sociaux. Et oui, la revue des réseaux sociaux. Une fois de plus, le rappeur controversé Malox a fait parler de lui. Ce dernier était prévu en spectacle justement du côté de Douala à Bonamoussadi dans un snack bar pour jeudi le 6 juillet. Mais ce spectacle a été annulé par une décision du préfet de l'arrondissement de Douala 5e en la personne de M. Tchakwi Nondié. Jean-Marie, voilà, qui a donc pris cette décision en évoquant la raison principale qui serait justement d'éviter des troubles à l'ordre public. Voilà, des troubles à l'ordre public, parce qu'on se rappelle qu'il y a quelque temps déjà, l'artiste Malox en concert, en spectacle, pardon, du côté de Yaoundé, dans une boîte de nuit de la place, a vu justement son spectacle interrompu par une bagarre qui a dégénéré en une bagarre générale et ça a fait tout un tollé sur la toile. Donc aujourd'hui, le préfet de Douala 5e a dit pas de spectacle de Malox parce qu'on veut préserver l'ordre public. On l'a d'ailleurs eu sur les antennes de Radio Equinox ce matin où on lui demandait pourquoi justement cette décision. Est-ce que c'est lié à la problématique relevée dans les chansons de l'artiste? Il a dit non, ce n'était pas un problème de thématique décrié ici, mais bien évidemment qu'il aurait reçu des informations de diverses personnes qui ont mené des enquêtes justement précédant ce spectacle-là, qu'il y aurait encore eu des débordements ce jour-là. Donc il a préféré anticiper en interdisant justement ce spectacle. Très bien. Vous avez dit, il s'appelle le sous-préfet. On parle d'abord de lui, le sous-préfet de Jean-Marie Tchakwi. Voilà, qui réussit à faire parler de lui à nouveau à la suite déjà de l'affaire concernant le député SDF Jean-Michel Nichu. Alors, première analyse au premier degré sur la forme, Bobok Mengan, de cette actualité. Non, moi je pense que là l'autorité administrative a raison, tout comme l'avait raison en interdisant la marche que programmait le député Nietzsche et en évoquant les risques de troubles à l'ordre public. Parce que pour Nietzsche, à ce moment-là, le climat social était tendu
Et personne ne peut envisager ce qui pourrait arriver après. Et pour le cas de Malox, effectivement, vous ne pouvez pas être en train de produire dans une boîte de nuit et que ceux qui estiment que la thématique développée dans vos chansons vous agresse et agresse les autres. Et quelques temps après, vous venez quelque part et vous demandez aux autorités administratives de vous laisser. Eux qui sont informés, ils ont les renseignements généraux de part et d'autre. Sûrement qu'ils avaient cette information-là. Le premier incident a donc lieu à Yaoundé. Maintenant, c'est à Douala qu'il est interdit de spectacle. Donc, c'est un artiste banni au Cameroun désormais, on peut le dire. En raison des contenus de cette chanson. Pas de contenu, à raison de, je veux dire, de son côté social négatif, parce qu'il ne cesse d'agresser tout le monde. Il ne reste pas seulement au niveau de la thématique. Ce n'est pas excessif de vouer aux gémonies comme ça un chanteur. Non, l'autre qui a chanté, je ne connais pas le nom, le Franco. Voilà. Pourquoi on n'interdit pas la thématique de Franco, dont je ne partage pas les orientations? Non, il avait été interdit. On va revenir à vous. Oui, comment vous chutez? C'est bon? Oui. Oui, pour achever notre info, il faut dire que l'artiste, justement, a répondu à cette interdiction du préfet de Douala 5e. En ces termes, je le cite, « J'espère au moins que la prostitution est interdite dans Douala 5e. Monsieur le préfet, de quoi avez-vous peur? On dirait que les bordels détiennent des informations très compromettantes sur vous. La métaphore du fou dans la poubelle. Ils veulent tuer le fou, mais préserver la poubelle. » Ça, ce sont les propos de l'artiste lui-même. Oui, voilà. lui aussi, ça vous ne se fait même pas. Lui aussi, tu as vu dans Malox. Tu as vu les problèmes toujours à Yaoundé. Mais ça me regarde pas l'ombre, mais en principe, même, les gens qui ont invité Malox, Malox, il fallait qu'il se repose un peu. Vu ce qui s'est passé à Yaoundé l'autre jour, non? Il fallait même qu'il se repose avant de faire encore un spectacle. Lui, parce que quand c'est comme ça, les gens sont bouleversés. Lui, le préfet dit qu'il chante faux. Non, le sous-préfet. Le sous-préfet dit que non, il ne veut pas le désordre. Même s'il chante mal, c'est ce que les Camerounais aiment. Vous avez vu quelle chanson qui a le message que les Camerounais ont bien dansé jusqu'à être concentrés. Ils ont besoin de folie. Quand c'est la folie, non, c'est ce que nous aimons. Un cher sous-préfet. Pardon, laisse mon frère Malox chanter, un artiste camerounais. Je l'aime bien. Malox. Mais entre-temps, il faut aussi te reposer. Ne gueule plus. Tu n'es pas obligé de répondre à ton père. Si maintenant il se fait définitivement que même dans Douala, tu peux perdre, tu vas faire quoi? Très bien. Bon, alors, Charles Armel, c'est ça qui est inquiétant, la mort programmée d'un artiste, parce que c'est vrai que ça peut nous amuser, mais il s'agit bel et bien d'un compatriote camerounais qui est ainsi en train d'être abattu pratiquement si l'on débouche sur son interdiction générale, parce que malgré tout, il a beaucoup de fans encore. Alors, Somme Sévérin, il faut dire que ce que nous faisons, nous aussi on décrit. Mais est-ce que dans notre façon de décrire, on insulte? Est-ce que dans notre façon de dire à nos gouvernants que vous gérez mal le pays, de leur dire que le secteur de l'eau, le secteur de l'énergie, le secteur, si ça ne marche pas, est-ce que nous sommes obligés de décrier? Je me serais contenté de peut-être prendre sa défense si je n'avais été au courant de sa réaction, dans laquelle, d'un, il s'attaque personnellement. On parle du sous-préfet et non du préfet. Déjà à ce niveau, il y a un problème. Est-ce que sur le plan administratif, il ne sait pas faire la part des choses entre le sous-préfet et le préfet, ou est-ce qu'il les ravale au même rang? Ça pose encore un autre dilemme. De là à parler, après l'expression, les bordels détiennent des informations compromettantes sur vous. Ça suppose qu'il est agent de renseignement lui-même, qu'il détient des informations sur la vie privée du sous-préfet. Alors moi, j'estime à ce niveau que soit c'est une guerre de personnes qu'on rend publique, soit alors c'est une décision et que je trouve salutaire. Moi, je trouve salutaire. C'est un artiste à scandale qui assume son statut. Oui. On ne l'a pas aidé à exceller dans son registre en interdisant un spectacle qui ne devait avoir lieu que dans un snap. Est-ce que vous avez, même pas dans un stade. Est-ce que vous avez assisté à l'ensemble des prestations de l'artiste Malox le Viber? C'est le clash. Ça finit en clash. C'est le clash. Et quand vous savez ce que c'est que le clash, c'est une histoire, on va voir une personne. Malox doit être interdit si ça je dis par rapport à la décision prise d'éviter une rite. Non, si tout le sous-préfet de Cameroun se comporte de la même façon, donc l'artiste n'aura plus de droit de Ça va discipliner Malox. Il a besoin d'être discipliné et j'estime que le sous-préfet a pris une mesure conservatoire parce qu'il s'est rendu compte que les propos, peut-être il n'a pas pu répondre au Djega, arrivé à ce niveau, il devait répondre. Et n'oubliez pas, et c'est les vacances, n'oubliez pas, lorsqu'on sait que vous êtes un artiste à scandale,
et qu'on sait que dans une première fois on vous a réglé le compte, les gens vont attendre les futurs événements pour pouvoir. Maintenant, ça va donner du gang. Est-ce que lui aussi ne va pas se préparer avec des balles? Moi, je trouve que c'est dangereux parce qu'on est tous des... Moi, je défends pas Malox, mais on est tous des enfants de la République, Megui. Parce qu'il y a des artistes bien plus dangereux, que ce soit dans leur message ou dans leurs attitudes, qui n'ont pas été voués aux gémonies de la sorte. Et on a eu même le cas du spectacle qu'on évoque à Yaoundé. Je crois que ça relevait d'une relation avec des femmes. Un groupe de femmes qui ne trouvaient pas gentil ce que Malox avait envie de dire. Et ça ne doit pas être ainsi généralisé. Bon, très bien, il faut qu'on discipline les artistes camerounais, mais il faut que ce soit globalement... Je pense que Malox, aujourd'hui, ce qui ressort de ces textes de chansons, hein, c'est pas nouveau. Ouais. On l'a accepté comme ça. On sait que bon, voilà, ces chansons sont souvent à caractère un peu, ça dresse souvent les poils sur la tête. Mais bon, où sa descente aux enfers commence, je crois, si je peux l'appeler ainsi, c'est que il a pratiquement insulté le cadavre de Monseigneur Jean-Benoît Bala, la mémoire de Monseigneur Jean-Benoît Bala. Et c'est ça, c'est de là que tout est parti. C'est-à-dire que même les personnes qui l'adulaient ont dû faire un chemin de retour. Les gens ont été choqués par sa sortie sur le décès. Et là, je suis d'accord, on parle peut-être sur le plan spirituel. Alors, justement, là, c'est de là que tout est parti. Parce que si c'est pour les textes de Malox, c'est pas un fait nouveau. Mais c'est de là que tout est parti. Et moi, aujourd'hui, en tant que personne publique, je n'encourage peut-être pas qu'on s'acharne forcément contre lui, mais je voudrais juste lui donner un conseil. Qu'est-ce que vous souhaitez justement pour une sortie de... Voilà, je voudrais lui donner un conseil, c'est-à-dire qu'il prenne du recul. Qu'à un moment qu'il accepte qu'il a fauté, il n'y a pas de honte à cela, qu'il prenne du recul, qu'il essaie de faire une introspection, s'il tient à sa carrière, parce qu'à un moment donné, avoir tout le monde contre soi, ça pose quand même... Très bien, parce que les pannes, ils doivent aussi comprendre que parfois tu peux faire quelque chose, on rejette la chose, la monde ne te rejette pas. Souvent, tu peux aller aujourd'hui, on devrait passer Malox en jugement. Dieu lui-même a dit ne jugez pas. Où est l'acharnement sur l'artiste Malox? Où est l'acharnement? Nous ne traitons pas du caractère de ces textes. Nous traitons de ceci qu'il faut préserver l'ordre public. Parce que c'est un artiste à scandale. Et partout là où il passe, c'est des bagarres. Non. Là, il y a acharnement. On n'a jamais dit que... Il y a eu des spectacles où Malox n'a pas créé la bagarre. Vraiment, là aussi, je crois qu'il y a exagération. Alors, comment faire pour discipliner tous les artistes qui sont un peu marginaux aujourd'hui, finalement? On commence d'abord par cet acte à poser l'autorité administrative. C'est-à-dire quoi simple, moi je ne suis plus chrétien depuis que je suis devenu Mbombo. Mais là, le décès de Monseigneur a attristé tout le monde. Lorsque vous êtes un artiste comme lui, il est un leader d'opinion aujourd'hui, ça veut dire qu'il prend des jeunes qui le suivent. Il faut quand même qu'il ait un couloir de discipline personnelle. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas les autorités administratives vont vous encadrer. C'est les autorités administratives qui sont chargées de redresser les mentalités aujourd'hui, c'est ça? Ils apprécient l'ordre public. Ils ont les renseignements. Quel artiste qui vient, peut-être Malox était dans un hôtel de la place avec des gens qui envisageaient que si on donne un mot à Malox là-bas, on va faire ça dur. N'appartenait-il pas au sous-préfet de mettre en place des policiers et gendarmes pour que l'ordre public soit assuré? Non, c'est trop d'honneur, ce serait trop d'honneur. Rappelons-nous, pas pour lui. Rappelons-nous de l'album qu'avait sorti Petit Terminé. Même les chefs d'État-mère, n'avaient-ils pas été censurés? Il avait été censuré avec la dernière énergie. Interdit de spectacle. Il avait même été interdit, ça même les chefs d'État-mère, rappelez-vous cet album. Interdit de spectacle. Il avait même été interdit, ça même les chefs d'État-mère, rappelez-vous cet album. Mais là, est-ce qu'il y a une menace à l'ordre public pour ce cas que vous prenez? Justement, ça me fait petit pays était resté casé comme il est resté calme, le petit pays est resté calme, il n'a pas parlé. Ok, très bien. Malox a fait un faux pas en sortant ce texte. Cette réponse. Oui, cette réponse. Il a mal réagi, c'est vrai, on est d'accord, il faut s'assager.
réagir un tout petit peu, mais moi je plaide, parce qu'on est presque tous artistes ici nous-mêmes, pour la protection des intérêts des artistes en général aussi. Donc on ne peut pas passer tout le monde en jugement, parce que les sous-préfets et tous les autres aujourd'hui qui veulent nous redresser, eux-mêmes dans les cercles du pouvoir ne sont pas de très beaux exemples aussi. Deuxième information. Deuxième information, c'est justement cette image qui fait beaucoup jaser sur la toile du président équato-guinéen Obiang-Nguema qui salue ses évêques et ses prêtres. Mais ces derniers à bord des tenues au tissu du parti au pouvoir, ce qui est très étonnant quand même. Voilà. Étonnant comment, puisque l'épiscopat de la Guinée équatoriale estime que Dieu n'existe plus et que leur Dieu c'est Obiang-Nguema. Vous allez avoir là-dedans. Mais vous le disiez comme ça avec beaucoup de simplicité, alors que c'est suffisamment grave. Il existe un Dieu, donc Obiang-Nguema est devenu Dieu. Si c'est les évêques qui sont les représentants de l'apôtre Pierre sur terre, là-bas chez lui, qui vont lui vouer un culte pareil, moi ça m'agace et ça m'attriste effectivement. Ça montre que cette collusion entre l'épiscopat guinéen et le pouvoir politique est infesté de beaucoup de choses. C'est pas normal. C'est à ce moment où se trouve alors le parti politique, où se trouve le chef de l'État, où se trouve l'Église. Donc tout s'est entremêlé au point où demain l'évêque va-t-il dire la messe au nom de Jésus, qui pour lui est le sauveur, ou alors au nom du chef de l'État guinéen. Ça embarrasse effectivement. Alors, le Dieu lui-même est descendu en Guinée équatoriale, incarné donc autour de la personne de Obiang-Nguema. Alors, dans la légende qui accompagne, on voit bien des évêques qui portent la tenue du parti au pouvoir. Pauvre Afrique, tendance... Non, moi, je n'ai aucun problème ça. Oui, tu n'as pas de souci avec ça? Non, moi, je n'ai aucun problème. C'est comme ça que la dernière fois, la première dame a porté la vie du parti pour alors défiler, vous l'avez insulté. Dit comment elle ne va pas porter ça. Ils sont libres de porter ce qu'ils veulent. Moi-même, quand je vais arriver au palais, je vais porter que la vie présidentielle. Tu comprends ce que je te dis, non, Sam? C'est la vie du R que je vais porter. Parti du haut pouvoir, parti du flamme. C'est ça que je vais porter. C'est bien de nous rappeler cet exemple tendance, Charles Armel, parce que ce sont des habitudes et pratiques proches de chez nous. Sauf que nos évêques et pasteurs ne sont pas encore arrivés jusque-là. On a vu quand même un ministre de la République récemment dans le Dja et Lobo aller présenter un projet de développement en tenue du RDPC. Donc il y avait un peu de l'amalgame. Mais pour les prélats guinéens, c'est assez grave. Alors, Somme Sévérin, avant que Angel Bemba ne soit assassiné dans les années 90, il se préparait à commettre un livre. Et dans ce livre, un livre dont j'ai eu peut-être la teneur de lire une partie de ce livre, parce qu'étudiant, étant son étudiant à cette époque, dans lequel il décriait le phénomène de tenue, en disant que s'il porte sa tenue traditionnelle en obôme, qu'il utilise son chasse-mouche, qu'il célèbre la messe en utilisant son mets de pistache ou son amour d'octumen pour comme communion, où est-ce qu'il y aura la différence entre la pratique, puisque tout n'est que théorique, Sam Sévérin. Si aujourd'hui il se retrouve à utiliser l'eau de sa rivière sacrée pour bénir, au lieu d'utiliser le simple signe de croix, il posait là le problème de l'intégration des valeurs culturelles africaines au sein de l'Église qu'il considère, puisque beaucoup de certains attributs dans l'Église sont d'origine égyptienne. Non, il fallait gérer comme la tunique, comme la toque et tout ça, il fallait changer. Alors le pape, lorsqu'il arrive, bien après, quelques années après le décès de Angel Bemba, il nous soulève la question d'inculturation et l'acculturation avec le livre. Il demande à ce qu'on intègre dans les valeurs dans l'Église les principes des valeurs traditionnelles. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, on met la cloche à double gong pour ce qui est de l'Ouest, on va mettre le balafon sur certaines tenues traditionnelles. Là aussi, les gens ne vont pas trouver dangereux. Donner à César ce qui est à César, ce n'est pas parce qu'on est évêque qu'on ne va pas intéresser. Ils ont marqué leur position. C'est une position que... Non, cher Lamel, l'Église catholique romaine ne s'accommode pas de la politique. On a vu des évêques, rappelez-vous de l'époque de Monseigneur Jean Voix, on a vu des évêques être en campagne dans les églises, l'archevêque même de Yaoundé être en campagne dans l'église, tenir des propos pour le découvert. On a condamné. Oui, c'est ça. L'inculturation, ce n'est pas l'engagement politique. Monseigneur Jérôme Ronomiro, ils ont fait la même chose pendant le culte. C'est la même chose pendant le culte. Ils ont milité, ce n'est pas la même chose. Mais les mêmes prélats dont vous faites allusion étaient les apôtres de l'inculturation. Ce n'est pas mauvais de prendre ces évêques-là. Je ne sais pas s'ils sont de la culture femme, qui portent les tenues traditionnelles femmes, je ne sais pas de quelles, comme mettre sur les tuniques
là, on parlerait de l'inculturation. Par exemple, d'un évêque Sawa qui a une tenue d'Ngondo auquel il met d'ici, et avec un évêque Bamileke qui a ces trucs, ou un évêque du bassin Probati, ainsi de suite, où j'en ai vu d'ailleurs un qui a mis la tenue de Mbam. Ah, on ne condamne pas. Même est-ce que le port de cette tenue enlève en eux le fait d'être évêque, de célébrer la messe enlève? Comment vont-ils dire la messe à côté des opposants au président guinéen? Est-ce que ça c'est seulement les évêques du pouvoir que vous avez vu? Certainement qu'il y a les évêques de l'opposition qui sont aussi qui portent le nom. Vous savez, votre point de vue, il est peut-être acceptable, mais de toutes les façons, disons que si on en parle, c'est parce que ça suscite quand même un certain étonnement aujourd'hui au cœur des contrées africaines de voir des prélats catholiques arborer la tenue d'un parti qui plus est celui du président en place et qui ne se gêne pas, sans vergogne, il les reçoit allègrement, sans sourciller. C'est bien dommage, il n'y a que sous notre continent qu'on peut assister quand même à de tels écarts. Merci de rester avec nous, mesdames, messieurs. Voici Interpellation. Il faut que nous les parents, nous changeons la mentalité de nos enfants. Changer de quelle manière? Prendre un peu notre culture. Nos enfants ont perdu la culture africaine, la culture même proprement camerounaise, la culture bantou. Nos enfants ont perdu. Parce qu'actuellement, vous voyez un enfant qui est mal habillé. Il ne s'habille pas bien. Le caleçon est dehors. Les parents vaillent. Dans des églises, vous voyez un prêtre qui est debout, une fille s'amène avec l'habillement bidon, les seins sont dehors, elle est moulée. Il y a distraction. Revenons à notre culture, parce que l'Africain ne s'habillait pas comme ça. L'Africain ne faisait pas ça. L'Africain respecte son aîné, respecte les parents. Un enfant qui se lève le matin, il est incapable de dire bonjour à son père. Il est incapable de dire bonjour à sa mère. Et le parent ne dit rien. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? L'enfant m'a dépassé. Vraiment. Que nous, les parents, nous revenons à notre culture. Moi, on m'a cultivé comme Africain. On m'a cultivé, je salue mon supérieur avec 2 bras. Je ne connais pas un jus. Il y a d'abord l'impolitesse. Que l'enfant te dit, oh, quand tu me trouves, tu dois me saluer. Des trucs qui n'ont jamais existé chez nous. Tu viens de trouver ton enfant, il faut que c'est toi qui lui salues. Tu es obligé de le saluer parce que tu l'as trouvé. Et quand tu veux parler, il te dit le respect est mutuel. Tout ce comportement, parce que les parents ne veulent pas prendre leurs propres responsabilités. Dire à l'enfant que non, le voisin te dépasse, c'est ton père. Tu ne dois pas lui dire ceci. Non. C'est ça la culture africaine, c'est ça le bantou. Ce n'est pas venir, l'Européen vient nous tromper. Il vient nous inculper des cultures malhonnêtes. Voilà l'éducation aujourd'hui de nos enfants, celle d'antan. Il faut interpeller les parents, c'est vrai, mais peut-être les enfants aussi de nos jours. C'est les parents qui doivent montrer aux enfants comment ça se passe. Aujourd'hui, il y a les mamans qui ne savent pas dire aux enfants. C'est que notre frère a parlé là, moi ça m'intéresse. C'est très intéressant. Il y a les femmes qui ne savent pas dire aux enfants qu'on n'insulte pas les gens. Il y a les femmes qui ne savent pas dire aux enfants qu'on doit dire bonjour à quelqu'un. Les femmes qui ne savent pas dire aux enfants que quand tu es avec ton grand frère, tu dois le respecter. Ce qui n'est pas normal. Les femmes qui n'acceptent pas qu'on tape sur leurs enfants, oui, peut-être parfois pour les corriger. Si tu vois une femme taper l'enfant de sa voisine, peut-être parce que l'enfant de sa voisine a fait un truc qui n'est pas bien, c'est celle-là qui va venir le soir devenir folle. Si ta voisine tape sur ton enfant, ça ne veut pas dire qu'elle veut tuer ton enfant. Ça veut dire qu'elle veut simplement redresser l'enfant. Aujourd'hui, il ne peut pas accepter qu'une voisine envoie son enfant, ce qui n'est pas normal. Redevenons comme au temps de nos parents. Voilà. Que l'enfant sache que la mère de papi, c'est aussi ma mère. La mère de Junior, c'est aussi ma mère. Si elle m'appelle, je dois partir. Si elle m'envoie, je dois partir. Tout ça. Somme sévère, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la morale. Nous, on a parti à cette école où nous avons fait la morale. Le garçon saluait, il ne regardait pas l'homme, ses adultes, les aînés dans les yeux.
on vous asseyait à baisser la tête lorsque l'aîné vous parlait. Mais aujourd'hui, vous avez des enfants de 6 ans qui vous fixent dans les yeux, ils vous affrontent. Les femmes pour saluer, les jeunes filles pour saluer à mon époque faisaient la genuflexion. Elles faisaient une légère genuflexion pour saluer les messieurs. On a vu ça à l'école, dans le système, on a appris cela. La morale, l'hygiène et la morale qui a totalement disparu. Les filles de 1980 et les filles de 2017, il y a ce l'eau et le feu. Les plus belles femmes sont celles de 1980, celles qui avaient des longues robes, qui savaient se tenir, qui avaient des ventres plats et affermis. Regardez les jeunes filles d'aujourd'hui, elles sont d'une obésité. Elles sont devenues l'air de la jeune fille d'aujourd'hui. Au lieu de s'entretenir, vous voyez une jeune fille avec un ventre bédonnant, un ventre qui tombe, elle se pavane dans la rue avec le DVD, dos ventre dehors, ventre caleçon dehors. Mais non, c'est bien de faire mais c'est pas l'environnement qui la plonge dans cette situation de libertinage. C'est depuis que les jeunes filles ont refusé d'écouter la voix de leur maman, leur parlant, depuis la cuisine, qu'elles sont décidées à se livrer à cela avec le phénomène des télénovelas, le phénomène de cette ouverture globalisante vers le job visuel qui a tué considérablement le système. Merci pour ce réquisitoire. Madame, alors la faute aux femmes, aux mamans? Non, pas la faute aux parents. Moi, j'ai mal que vous fassiez tout le temps une focalisation sur les femmes, les filles. Ici, on parle du respect qui a foutu le camp, de la morale qui a foutu le camp. Et ceci, ça concerne tant les hommes que les femmes. Alors, Charles Hamel qui revient sur les filles qui sont... On parle c'est la mère de l'humanité. La mère, c'est la mère de la femme, c'est la mère de l'humanité. On parle des hommes et des femmes, de l'être humain en général. Alors, pour revenir à notre thème, Sam Sévérin, aujourd'hui, les parents devraient revenir à un peu plus de rigueur pour ce qui est de la morale. Parce que quand on regarde aujourd'hui l'attitude des uns et des autres, moi, il me souvient que quand on arrivait quelque part et qu'on voit une vieille personne debout, quand on est moins âgé, on se lève, on lui cède la place. Quand on arrive, on voit une femme enceinte debout, on se lève, on lui cède la place. Aujourd'hui, si vous regardez, ça ne se fait plus beaucoup. Ça ne se fait plus beaucoup. Vous allez voir une dame qui est là en mauvaise condition, des jeunes qui sont assis là, qui n'ont plus ce réflexe-là. C'est très significatif de la décadence dans laquelle la société est en train de s'en aller. Aujourd'hui, on a des parents qui s'asseyent et qui tiennent des sujets de conversation devant leurs enfants, qui écoutent des choses qu'ils ne devraient pas écouter en général parce qu'on se dit, ok, le monde a évolué, c'est la mondialisation, c'est ceci, c'est cela. Ça ne devrait plus se faire. Ça ne devrait plus se faire. Donc vraiment qu'on revienne à certaines valeurs, mais surtout, pour moi, j'ai un peu de mal quand on dit qu'il faut respecter les aînés. Je suis d'accord qu'il faut respecter les aînés, mais plus encore, il faut apprendre aux gens à respecter autrui, c'est-à-dire tant les aînés que les cadets. Voilà. Voilà, merci. On va passer à l'un de nos partenaires, rappelant que l'éducation des enfants de nos jours est l'affaire de tout le monde. Voilà, on prend donc le Salon international des métiers et de l'emploi. 2017, entreprises, universités, grandes écoles, centres de formation, du 12 au 14 juillet 2017 à la salle de fête d'Aqua à Douala. Participez à la 7e édition du Salon international des métiers et de l'emploi. SIM 2017, naviguez sur les méandres des métiers au cœur du numérique et du social. Saisissez gratuitement les opportunités de formation, d'emploi et de financement. SIM 2017, avec la participation du Sénégal, du Nigeria, du Canada, de la France et de l'Allemagne, avec l'appui de la diaspora camerounaise. Enregistrez le rendez-vous. Voilà, donc on parle de la 7e édition de ce salon le 6 mai 2017. Et pour en parler, nous avons du beau monde sur ce plateau. Entre autres, Madame Mélanie Bell, qui est directrice de l'école Orchidée, mais aussi la promotrice Déborah Tonien Vaebeme, journaliste. Bonjour. Alors, vous prenez votre micro et pour qu'on puisse bien vous entendre. Bonjour, Madame Tonien. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, l'événement, c'est du 12 au 14 à la salle des fêtes d'Aqua. De quoi s'agit-il? En fait, le Salon international des métiers et de l'emploi, comme son nom l'indique, est un salon de promotion de l'orientation, de la formation et de l'emploi des jeunes au Cameroun. Il commence il y a 8 ans, bien qu'il soit la 7e édition, avec les foires aux métiers qui céderont la place plus tard à un salon pour mieux valoriser les différents secteurs de métiers au Cameroun.
Donc, en gros, voilà de quoi il s'agit dans ce qui est le Salon international des métiers de l'emploi qui se tiendra la semaine prochaine à Douala du 12 au 14 juillet à la salle de fête. Voilà, donc on va passer le micro à Madame Mélanie Bell qui est à vos côtés. Bienvenue, bonjour Madame. Bonjour. Ok, alors vous parlez un peu plus fort pour qu'on puisse bien vous entendre. Bonjour. Bonjour. Très bien. Alors, l'édition 2017 du CIME tablera essentiellement, entre autres, sur les métiers du social. Alors, pourquoi cette orientation, madame? Alors, les métiers du social, tout simplement, je reviendrai sur vos propos d'il y a un instant, où vous avez longuement échangé sur la nécessité d'une bonne éducation. Alors, les métiers du social, pour tout simplement dire que les problématiques du social, que ce soit l'éducation, que ce soit le handicap, ces problématiques-là ont besoin des professionnels. La maman ni le papa ne sont pas toujours les professionnels de l'éducation. Pour parler autour d'un micro, être installé comme vous êtes, je suppose que vous êtes tous des journalistes. Alors, donc, pour le social et surtout la problématique de l'enfant qui a des problèmes, il faut des métiers qui sont des métiers avec des cursus Bac plus 3, Bac plus 5. Donc, nous avons remarqué que dans notre contexte, que ce soit les associations, que ce soit les médias comme vous, où il y a beaucoup d'émissions sur le social, très peu de personnes sont au courant que pour parler d'un handicap, pour parler d'un enfant qui a des troubles d'apprentissage, les troubles de développement, les troubles de l'attention, la problématique de la drogue, de la délinquance juvénile et tout ce qui s'ensuit, il faut des métiers. C'est des métiers à part auxquels il faut être formé pour parler de cette problématique-là ou pour accompagner ce type d'enfants. Donc, le CIM, cette année, a choisi de mettre la lumière sur ce secteur. Le secteur du social est toujours un peu le parent pauvre de la société. Pourtant, c'est un secteur qui recèle énormément d'emplois. C'est un secteur pour lequel tous les parents ou toute la population, toute la société a des besoins de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. J'ai même envie de dire du nourrisson jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à l'âge, même pas adulte, jusqu'à la vieillesse. Parce que les métiers du social vont de la personne qui s'occupe d'un bébé qui a des problèmes, qui ne parle pas, qui ronfle, jusqu'à la vieille personne, la personne âgée qui est dans une maison de retraite. Donc, de cet âge à la retraite, à l'âge de la retraite, à chaque étape de la vie, à chaque étape du développement d'un être humain, on a des métiers bien spécifiques qu'il faut connaître, qu'il faut développer également dans notre environnement. Et c'est cela la raison du focus sur les métiers du social cette année au CIM. Voilà, je dois rappeler que le thème de cette année choisi pour le CIM porte sur l'économie numérique, donc au cœur de l'emploi des jeunes parmi les différents métiers effectivement, et que nous avons envie maintenant de sortir de cette présentation avec vous, Déborah Tognier, sur le contenu essentiel de cette 7e édition à Douala. Cette 7e édition à Douala, nous aurons d'abord des expositions. Donc, il y aura 3 villages. Il y aura un village école où les différentes écoles, les centres de formation professionnelle, les universités, les grandes écoles viendront parler de leurs différentes filières, des filières innovantes dans les différents secteurs d'activité. Nous aurons également des apéros thématiques. C'est la grande innovation de cette 7e édition. Les apéros thématiques visent en fait à partager entre les acteurs d'un même secteur les solutions pour un problème. Par exemple, nous avons un apéro thématique sur le numérique, nous avons un apéro thématique sur le social, nous avons un apéro thématique sur le secteur agro-pastoral. Au cours de ces différents apéros thématiques, les différents acteurs du secteur, des secteurs précis, viendront poser les problématiques de leurs activités, trouveront ensemble les solutions en vue d'améliorer les activités, les métiers et surtout les opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat dans ce secteur-là.
Troisième articulation au contenu de cette 7e édition du marché du Salon international des métiers et de l'emploi, ce seront les coachings. Nous aurons des coachings orientation parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes phares de l'emploi au Cameroun, c'est d'abord l'orientation. Parce qu'il faut travailler à orienter les jeunes vers le choix d'un métier, vers le choix d'une formation, vers le choix d'une activité. Après, en plus de l'orientation, vous avez la formation. C'est-à-dire, lorsqu'on choisit maintenant qu'on voudrait, par exemple, être journaliste, où est-ce qu'on se forme? Quelles sont les écoles disponibles sur place au Cameroun et à l'étranger pour se former et devenir journaliste? Une fois qu'on est journaliste, où est-ce qu'on travaille? Quelles sont les entreprises de presse disponibles sur place au pays et à l'étranger? Donc voilà un peu le canevas. Et enfin, nous avons des coachings entrepreneuriat. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec le développement des startups, il y a tellement de jeunes qui sont orientés, qui sont passionnés par l'entrepreneuriat. Il est question de les coacher, de les accompagner à la création d'une entreprise, mais surtout même à l'idée d'une entreprise, c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille son idée d'entreprise, comment est-ce qu'on met en place un business plan, comment on évolue dans son entreprise, comment est-ce qu'on manage son entreprise. Donc voilà les grandes articulations de cette édition du Salon international des métiers et de l'emploi cette année-ci à Douala. Voilà, donc une sorte de forum sur l'orientation en matière d'emploi. Ça va durer 3 jours du 12 au 14 à la salle des fêtes d'Aqua, la 7e édition. Je dois rappeler que le 6 mai est une initiative de l'APEE, voilà, c'est-à-dire Action pour le plaidoyer de l'emploi et de l'entrepreneuriat jeune. Vous en êtes à la 7e édition. Merci beaucoup, mesdames Déborah Tonyeva et Mélanie Bell d'être passées sur ce plateau. Et à très bientôt. SIM 2017. SIM 2017, entreprises, universités, grandes écoles, centres de formation, du 12 au 14 juillet 2017 à la salle de fête d'Aqua à Douala. Participez à la 7e édition du Salon international des métiers et de l'emploi. SIM 2017, naviguez sur les méandres des métiers au cœur du numérique et du social. Saisissez gratuitement les opportunités de formation, d'emploi et de financement. SIM 2017, avec la participation du Sénégal, du Nigeria, du Canada, de la France et de l'Allemagne, avec l'appui de la diaspora camerounaise. Enregistrez le rendez-vous. Voilà, opération sponsorisée entre autres par Camtel Cameroun, comme on a pu le voir, et quelques autres partenaires. On va donc poursuivre ce programme à l'instant même avec la suite des messages. Mais avant les messages, on boucle le petit sujet de tout à l'heure qui était assez passionnant quand même sur l'éducation de nos enfants. Bombok Bengan, on devait prendre votre contribution sur la question. Absolument, Sam, c'est un sujet complexe, tout en partageant les points de vue développés par Mehdi tout à l'heure. J'ajoute que, en fait, nous les parents, nous ne sommes pas nécessairement, comment je vais dire ça, spécialistes de la formation chaque fois. C'est-à-dire que nous sommes bien des parents, nous devons, comme disait Charles Hamel, inculquer ces valeurs morales de respect, d'éthique, mais à un moment, on se retrouve, bon, les spécialistes appellent ça les enfants qui ont une activité intense. Nous, nous appelons les enfants têtus. Parce que quand vous avez un enfant qui joue beaucoup et tout, et disent que c'est une activité instante, bon, vous lui dites, viens, lave les assiettes, bon, on ne peut pas. À un moment donné, comme nous ne sommes pas tous des spécialistes, nous ne savons pas véritablement l'encadrer, et c'est là où on perd. Et c'est là où je reviens à ce qu'on disait toujours ici, Charles Hamel, moi, c'est la communauté. Et tendance l'a dit tout à l'heure, mais malheureusement, vous laissez votre fils, votre fille au voisin, il va l'abandonner, ou bien avec le phénomène de vol d'enfants, et la société s'est désagrégée. Est-ce que l'environnement dans lequel grandissent nos enfants n'est pas aussi la cause, enfin, qui peut influer sur le reflet de leur identité? Nous tous, nous sommes le produit de notre environnement. Mais je pense, Charles Hamel a parlé de 80, moi je vais donner même la précision, 86. Lorsque un jour, les parents qui étaient bien couple, bien unis, avec les enfants qui vont à l'école, papa perd le travail, il a peur, il a même honte de rentrer à la maison. Je vais dire quoi mes enfants? Au lieu de prendre courage, vous voyez, il va au village. C'est de là qu'il informe sa femme que non, comme vous avez, non, je suis rentré au village préparer le champ parce que bon, les enfants, tout le monde, la famille, c'est comme ça. Justement, là je parlais d'environnement tendance Megui, c'est que est-ce que les enfants de Santa Barbara, Bonapriso ou encore Bastos et Toudi ont le même type d'éducation que les enfants de Vogmbi ou bien des villages? Voilà, c'est ça le problème. L'enfant qui grandit dans une barrière, le père a une orientation. Il va à l'école,
rentre à la maison, je mets tout à ta disposition. Les week-ends, on ouvre la petite salle de jeu, PlayStation, l'enfant peut se détendre et tout. En semaine, il est à l'école, il avait le répétiteur, il est occupé. Lorsque l'enfant traverse le cap du baccalauréat, il découvre ce qu'il aurait dû découvrir plus tôt. Et c'est comme ça que cet enfant s'adonne à une autre vie, parce que la canalisation, à un moment, se dit, bon, j'ai réussi, mon enfant a eu le baccalauréat et tout, maintenant il va aller à l'université, on va chercher un truc à l'université. Il découvre des jeunes qui fument, qui n'ont pas commencé à fumer maintenant. Il découvre des jeunes qui consomment, il découvre l'addiction à la sexualité. Ça provoque une dépravation. Faites un tour, vous allez vous rendre compte que c'est les filles. Donc il ne faut pas relâcher l'éducation. Il ne faut pas relâcher justement l'éducation après le baccalauréat. C'est même là où il faut être dangereusement plus alerte. Parce que l'enfant encore fébrile, il fait des premiers pas dans la vie. Maintenant, Megui, est-ce qu'entre les garçons et les filles, il faut aussi en tenir compte finalement? L'éducation de la jeune fille, est-ce que c'est la même chose que pour le jeune garçon? Non, pas du tout. L'éducation de la jeune fille n'est pas la même que celui qu'on donne à l'enfant. Quand on a des enfants à la maison, on a des filles et des garçons, il y a des choses qu'on peut appliquer pour ce qui est des filles, qu'on ne pourra pas nécessairement appliquer pour ce qui est des garçons. Ça dépend maintenant de la vision de chaque parent. Par exemple, moi, je vais dire à ma fille, écoute, accompagne-moi à la cuisine. C'est que l'accent que je vais mettre sur le fait qu'elle soit à la cuisine avec moi ne sera pas le même que je mettrai pour ce qui est du garçon. Quand je devrais envoyer par exemple quelqu'un à la boutique, quand il va se faire tard, peut-être vers 19h, je serai tentée d'envoyer le garçon et de retenir la fille à la maison. Donc il faudrait, ça dépend de la vision de chaque parent. Maintenant, j'ai eu un mal tout à l'heure quand on a fait ce parallèle entre les enfants qui habiteraient peut-être Bépanda et ceux qui habiteraient Bonapriso, comme quoi ceux qui sont dans les enfants de barrière sont nécessairement... Mais c'est une réalité, Megui. Non, il y a des enfants, ce n'est pas l'aisance financière qui garantit la bonne éducation. Ça, il faut se le dire. On a eu des enfants dont les parents étaient pauvres, mais qui ont quand même une éducation assez correcte. Surtout que la souffrance est même une école. Assez correcte. Or, on a des enfants dont les parents ont beaucoup d'argent, qui ont une éducation catastrophique. Maintenant, le fait que l'enfant soit retenu à la maison, vous comprenez, ça ne garantit pas qu'il n'est pas exposé à certains dérapements. Aujourd'hui, on a tout, on a beaucoup d'objets qui peuvent s'avérer être très dangereux à la maison. Les enfants de riches qui ont des tablettes, qui ont l'accès sur Internet, qui peuvent amener des amis chez eux, ils peuvent ne pas sortir, mais parce que, par exemple, les parents leur donnent de l'argent, ils ont de la possibilité d'acheter du shit, de la drogue et tout, et de tout faire à la maison. Tout doit partir d'un dialogue franc entre les parents et les enfants. Aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies telles que les téléphones, même si vous ne donnez pas un téléphone à votre enfant, dans son école, il aura son camarade de classe dont les parents le laissent aller sur le téléphone. Et là-bas, il va apprendre des choses. Et si vous n'êtes pas assez ouvert au dialogue avec vos enfants, plus tard, vous allez vous rendre compte que ces derniers connaissent des choses que vous ne soupçonnez même pas. Et quand vous allez ouvrir les yeux, il sera déjà trop tard. Donc pour moi, pour chuter, Sam, je préconise un dialogue franc avec les enfants. Aujourd'hui, c'est la meilleure chose. Pour savoir exactement à quel niveau ils peuvent se trouver. Bon, on dialogue, oui. Je veux bien comprendre. C'est que Charles, ce que tu viens de dire là, mon cœur me ronge. J'étais pressé que ça me donne la parole. Les enfants de barrières là, dans le Mouna Bobono, le Mouna Fotété, font des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Les Mouna Bobo, c'est les enfants qui sont... Donc tu partes au ghetto. Les Mouna Bobo, c'est les enfants qui ne respectent personne parce que papa a l'argent, papa, maman... Et justement, lorsque Megui parle de dialogue, c'est peut-être les enfants des Bobo, enfin... C'est eux qu'on supplie tout le temps, parce que c'est eux qui font la loi, c'est ça. Les Bobo, on doit les supplier. Les Bobo, on ne doit même pas les supplier. Parfois, tu arrives chez un Bobo, maman supplie l'enfant pour que l'enfant mange. Que bébé mange, tu achètes le yaourt. Quand je parle de dialogue, je ne te coupe pas, Megui. Vas-y. De deux maintenant, quand on est même dans un quartier pauvre, alors juste nous sommes au temps moderne, nous sommes plus à l'antiquité. Quand tu es là, tu es pauvre, tu appelles ton enfant, tu leur donnes l'éducation, tu dis papa, comme vous voyez, regardez comment j'ai braisé mes dos au feu pour vous donner à manger. Donc quand je vous envoie à l'école comme ça, c'est pour avoir les résultats, ce que j'attends de vous. Regardez comment j'ai pris 2 doigts de banane, on mange ensemble. Donc quand vous partez à l'école, partez seulement pour étudier, ne partez pas regarder les enfants qui ont le gros téléphone. Quand vous allez avoir les bonnes notes et vous allez trouver un travail. Quand je parle de dialogue très rapidement, on a eu sur nos chaînes ici avec l'émission Parole de Femmes des thèmes qui ont été très disputés, voilà, dont certains ont pensé qu'il ne fallait pas qu'on les passe.
Moi, quand je parle de dialogue, justement, ça veut dire quoi? Je peux aujourd'hui, moi, m'asseoir et regarder un thème sur la prostitution avec ma fille de 10 ans ou de 12 ans. Maintenant, moi, le parent, ça dépend de l'orientation. Il y a l'orientation que je vais donner à mon enfant par rapport à ce thème-là. C'est-à-dire que lui dire, par exemple, que comme tu vois ces jeunes filles-là, peut-être elles n'ont pas eu la même chance que toi aujourd'hui, qui a tes parents qui te payent l'école, tu as tout ce qu'il faut. Il faut profiter, il faut aller à l'école, il faut t'adonner à l'école. Ne cherche pas la facilité, parce que quand tu cherches la facilité, tu vas te retrouver dans cette position-là et elle n'est pas bonne. Ça dépend, tu peux regarder des émissions aujourd'hui avec les enfants, tu donnes l'orientation que tu veux. Voilà, parce que ce que tu ne dis pas à l'enfant, il ira l'apprendre de la mauvaise manière chez la mauvaise personne. Voilà. C'est ça donc ça me parlait donc de passage au point de vue. Il y a quand même ce qu'on appelle les enfants des quartiers difficiles. Ça veut dire qu'il existe des quartiers difficiles, précisément là où papa, on ne sait pas quand est-ce qu'il rentre à la maison, maman n'est pas là, l'enfant rentre à 15h30. La maison est fermée, il se dit, bon, il va prendre l'éducation n'importe où. Mais ça n'exclut pas ce que Charles disait. En 2005, il y a les statistiques qui existent. On a découvert que les enfants, d'abord, la plupart c'était de bonnes familles, de collèges, de lycée Jos, étaient dans la drogue. Et ça offusqué le monde, on les a renvoyés tous. Or, tous c'était ce qu'on appelle les bobos, les enfants de bobos. On n'a pas trouvé des enfants de familles pauvres dedans. Et on les a exclus. Et les parents étaient d'accord qu'on les exclue. Moi je dis, les parents doivent être, excusez-moi l'expression, très rigoureux, dangereusement stricts vis-à-vis de leurs enfants. Or, le père n'est pas censé blaguer et rire avec les enfants. Cela relève du contexte de la mère. C'est la mère qui se laisse avec les plaisirs où les enfants peuvent manipuler, jouer avec les téléphones, faire ce qu'ils veulent avec la maman. Mais le père, lorsqu'il s'agit de décisions, reste strict. Nous avons grandi dans ce type d'univers et je crois qu'aujourd'hui on a eu les résultats. Donc, qui la maman d'expliquer la colère de aux enfants? Voilà, c'est ça que je dis, c'est le ressort de la maman de justifier. On ne se place pas n'importe comment devant le père pour discuter quand et comment. C'est la raison pour laquelle, dans certains domiciles, vous allez voir, il y a l'espace réservé pour le père. Personne ne s'installe sur cet espace. Il y a un terrain réservé pour l'autorité. Alors, tant qu'il n'y a pas cela dans une maison, je peux vous avouer qu'on est voué, tous les enfants sont voués à un échec prémédité d'office. Alors, je dis donc, nos parents que nous avons aujourd'hui doivent revenir à cette éthique. L'éthique, c'est 18h tout le monde chez moi, à la maison. Les vacances, on peut libérer, on envoie les enfants en congé. C'est ça l'objectif des congés. Envoyer l'enfant dans les zones un peu difficiles pour que l'enfant aille voir comment on souffre. On envoie chez une tante qui n'a pas tout. Derrière, on donne l'argent à la tante que bon, bats-toi pour qu'ils aient. La tante met les enfants au niveau. Quand l'enfant a dit maman, est-ce que tu sais que sur la tante X, on ne mangeait même pas? Comme ici à la maison, on mange. La maman dit, vous avez vu, ça peut être difficile. C'est comme ça qu'on cultivait l'enfant. Mais de nos jours, ce n'est plus ça. Donc je crois qu'il faut qu'on revienne à ce qui se passait. Les parents aujourd'hui, au lieu de négocier avec les enfants, doivent être durs. Le père, la mère doit être celle qui adoucit. Beaucoup et nous voici rendus au terme de cette première édition de la semaine. Le Zénith, malgré d'intenses moments de pluie ce jour à Douala tendance. On va conclure. Vous allez critiquer ça. Voilà, au nom de la liberté de critiquer dans le registre des artistes en général au Cameroun, nous adressons la critique suivante en direction de l'autorité du ministère des Arts et de la Culture. À sa nomination, on avait fondé beaucoup d'espoir aussi sur le cas de Narcisse Mwele-Kombi, mais plusieurs mois ont passé, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, du moins on l'espérait, mais rien à se mettre sous la dent essentiellement, en dehors de quelques forats organisés ça et là, et de quelques festivals, parce que Narcisse Mwele adore bien les fêtes. On n'a rien vu venir dans le domaine du droit d'auteur, que ce soit chez les artistes musiciens, que dans les autres catégories. On apprend que depuis vendredi dernier, s'est tenue une réunion à Yaoundé autour du ministre concerné, mais pour le cas de la catégorie B, qui est très très attendue, on a dû renvoyer. Rien sous le ciel n'a été décidé concernant la mise sur pied de la nouvelle société. On parle de fusion-absorption entre CMC et SOCAM, mais tout cela n'est qu'un cafouillage, de cafouillage en cafouillage. Les artistes eux-mêmes toujours divisés sur le sujet. Alors, on va faire un petit résumé rapidement en quelques secondes. Vous avez le camp de Sam Bende, de l'ancienne Cameroun Music Corporation, avec Edmond Data, Angoula, Jean-Pierre Sommet. De l'autre côté, les gens qui ont géré la SOCAM depuis le départ de Odile Ngaska, les Messi Ambroise, Jenny Gento, Charlie Nele, Moussa Aïssam, qui sont là également sur pied de guerre.
le Sinaprom de Raymond Tchengan, avec des noms comme Big Benji et bien d'autres également, qui veulent jouer leurs cartes dans l'histoire. Vous avez surtout le Ramka de Dédié Yango, avec Koti François Bendeka. Et puis le Sikamu de Roméo Dika également, qui a beaucoup de monde autour de lui. Donc, dans cet embrouillamini, on ne sait pas avec qui on va composer pour la nouvelle société. Il fallait pourtant mettre sur pied simplement une nouvelle assemblée constitutive afin que les artistes eux-mêmes puissent choisir leurs dirigeants. Ça fait de longs mois aujourd'hui, on n'a pas de société de droit d'auteur des artistes musiciens et on est toujours dans le cafouillage. On a perdu beaucoup de temps avec une commission qui était hébergée au niveau du Premier ministère sans grand résultat à ce jour. Conséquence, c'est toujours le flou artistique dans le domaine de l'art musical essentiellement et par la faute peut-être du ministre Narcisse Mouelet qui doit bouger pour que les choses puissent changer à ce niveau. Merci beaucoup, c'était le Zénith de ce jour.